Pas le temps de jouer, épisode 26, le retour. Toujours. Encore le retour, bien sûr encore le retour, mais qu'est-ce que c'est pas le temps de jouer? C'est le podcast du backlog, des jeux sous blister, on y joue malgré tout ce qu'on a qui traîne dans un coin et on vous dit si c'est bien ou c'est pas bien. Et je suis avec Bruno, exactement, le retour, comment tu vas bien? Bah écoute, ça va, c'est le 3e épisode de l'année, donc on sait pas ça, voilà quoi. Eh écoute, jamais un 103 là ou je ne sais quoi. Ouais, on va peut-être dire que c'est le bon retour, mais je ne sais pas, peut-être pas. On verra, écoute. On fait ce qu'on peut, C'est pas faute d'avoir voulu enregistrer quand même plein de fois. Oui. Et de n'avoir jamais trouvé le temps, ou surtout de ne pas avoir pris le temps, ce qui n'est pas la même chose. Ouais, mais parfois c'est difficile. C'est compliqué. Les agendas ne se coordonnent pas, il y a des... Voilà, c'est comme ça. Bah écoute, voilà, on peut dire que le planning a été un peu piraté, si je peux me permettre le jeu de mots, sur les soirs où on peut être dispo. Je sais pas de quoi tu parles. Non. T'es gonflé, toi, je te vois tout le temps connecté sur FF16, tu vas pas me faire la morale. Hein. FF16, parce que je n'ai pas de PS5, mais c'était bien tenté, mais je voulais dire peut-être FF14, mais j'en parlerai plus tard. C'est ça. Pour moi, FF, il n'y a rien de plus similaire à un FF qu'à notre FF. Écoute, je vais faire semblant de ne pas avoir entendu ça et je vais passer à autre chose tout de suite. Il vaut mieux. Bah écoute, c'est le mois de décembre, on est le 1er décembre, le jour où on enregistre. Oui. C'est un peu l'année où là on va faire des cadeaux, etc. Mais c'est aussi l'année des bilans, parler de plein de choses. J'ai plein de petits sujets que je voudrais aborder, peut-être des gros sujets, et je pense qu'ils vont peut-être nous amener à pas mal de digressions. Ouais, ça va être un peu l'épisode de la digression bilan 2023, je pense. Parce que moi c'est pareil, j'ai pas de gros sujets particuliers, mais j'ai plein, enfin tu vois, j'ai un fil conducteur malgré tout pour parler de plein de choses. Parce qu'il y a quand même j'ai eu une réalisation, ce que je te disais avant qu'on va en parler, ce qui est très bien parce que ça colle avec un de mes sujets. Ouais. Mais il y a un truc que je voulais quand même parler avant, et qui, alors c'est pas pour faire le hater, hein, parce que je vais parler un peu de Star Citizen, mais pas vraiment Star Citizen. Parce que t'as vu, il y a quelques semaines, il y a eu la CitizenCon, la conférence sur le jeu. Hein. Alors, je n'ai rien contre le jeu pour ceux qui joueraient à Star Citizen ou qui l'attendent, etc. Peu importe. On a suffisamment trash talk dessus dans le passé, mais... On a trash talk dessus parce que, à juste titre. Ouais. Mais la conférence en soi, c'était assez étrange parce que si elle s'était produite genre en 2014-2015, j'aurais dit « Ah ouais, ils annoncent des trucs assez sympas. C'est prometteur. » Ouais. Mais le problème, c'est que t'as 10 ans de je peux pas m'empêcher pré-alpha, quoi. Qu'elle est toujours en version alpha, le jeu, et que ça fait 10 ans que le jeu est en développement, et que ça fait 600 millions de budget, et que promettre du contenu qui aurait dû sortir en 2014-2015, quand ça avait été promis dans le Kickstarter, ça peut poser quand même un petit souci. Alors, il y a deux trucs quand même que je trouve assez intéressants. Un truc que j'ai passé rapidement, c'est quand même la capacité de un peu des fanboys du jeu de passer outre ça. Je trouve ça un peu fou, même si ce n'est pas le cas de tout le monde et que beaucoup commencent un peu à se dire que peut-être que c'est un peu du foutage de gueule maintenant et que si cette fois-ci il n'y a rien qui sort dans l'année 2024, et ça sera la fois de trop et que ce sera bye bye. Rappelle-toi les quelques extraits que je t'ai envoyés sur les dernières séquences de gameplay. Oui, non mais... Qui quand même, bon... Hein. Ah mais complètement, mais c'est tout le paradoxe du jeu, c'est-à-dire qu'on en revient toujours à la même chose, c'est un jeu qui fait des promesses complètement délirantes, qui sur certains aspects propose des choses qu'on voit pas vraiment ailleurs, en tout cas c'est clair. Qui semble le faire, mais le souci c'est que voilà, quand tu as des trucs très ambitieux et qui ont jamais été faits, la technique elle est compliquée quoi, et réellement moi ce que je vois c'est à chaque fois c'est un peu un reality check, tu vois, c'est que sur le papier tu te dis c'est trop bien, et puis après tu vois deux vaisseaux qui avec un framerate dégueulasse parce que le ticket rate entre toi et le serveur il est à 3 FPS, et puis donc tu vois les vaisseaux qui se téléportent à moitié, des collisions un peu pétées, etc. Donc ouais, tu vois des phases des fois qui sont hyper prometteuses ou super bien.
Mais moi, Mais tu j'arrive, vois, encore une fois, un jeu qui reproduit à ce point-là, entre guillemets, les contraintes de la vraie vie, je suis pas sûr de trouver ça intéressant. Mais ça, c'est ce que j'avais dit la dernière fois, quoi. Qu'est-ce que c'est oui, pour les moi, walking je suis pas sûr. simulators. Voilà, enfin, les simulateurs de, entre guillemets, de problématiques réelles, bon, c'est un peu, Hmm. ouais, c'est questionnable. Bon, après, c'est une question de goût. Ouais, bien Mais sûr. moi, enfin, les deux trucs qui m'ont fait un peu réfléchir, je me suis dit déjà, la première chose, par rapport effectivement, au temps de développement et au budget, je me dis que ça n'a rien à voir. Et ça s'appelle, la comparaison reste très discutable, mais si tu prends le Mhm. dernier God of War, qui en termes Mhm. de budget a coûté à peu près 3 fois moins, Mhm. peut-être la moitié, je sais plus exactement le budget, j'avais regardé, mais c'est très loin, on est bien en dessous, Euh, bien en dessous. on est en dessous de, je crois que tout compris avec le marketing, etc. Ouais, si t'es à 200 millions, c'est déjà énorme. C'est comme ça, comme 200 millions, comme ça. Hmm. Le jeu a été développé, est impeccable en 4-5 ans. Hmm. Euh, donc là, il Alors, y a déjà un problème. Il y a quand même alors, la comparaison est discutable, mais il y a plein de oui. jeux triple, quadruple A. Maintenant, on pourrait parler de ce type de jeu-là, dont les budgets sont quand même inférieurs à 3 fois ou 2 fois pour certains vraiment très très gros titres, qui sont développés en 4-5 ans avec finalement un produit qui est rendu. Non, mais de toute façon, on en revient toujours au même, et ça, c'est un secret de Polichinelle. Il y avait eu, il y a quelques années, il y avait eu des fuites sur la gestion du projet, et Mhm. clairement, il y a des trucs qui sont hyper amateurs, que dans un studio comme Santa Monica, t'as pas du tout. Oui, bien sûr. Voilà. Ah oui, c'est carré, c'est propre. Après, oui, tu vois, je vais reprendre un journaliste de Canard PC qui parlait dans un live il y a pas longtemps en disant c'est quand même un miracle chaque triple A qui est livré quand tu vois le trésor de management que c'est. Ce qui est vrai, hein, Mhm. parce que clairement, gérer des équipes de cette taille-là, avec des deadlines aussi incroyables, enfin, c'est ouf. C'est ouf, les contraintes techniques, les trucs, bon, Mhm. tout. Mais Euh, je pense que c'est une remarque qu'on avait fait probablement dans un PLTDJ où on s'est fait très certainement, toi et moi, à part. mhm. La gestion de projet, c'est un enfer. Donc, bien sûr. N'importe qui a fait de la gestion de projet, donc tous les gens qui nous écoutent, ou les rares gens qui nous écoutent encore, moi en tant que parfois chef de projet, c'est un enfer. Et quand tu arrives déjà, tu as du mal à gérer un projet qui va concerner 10, 20, 50 personnes, Mhm. sur des projets où tu as peut-être 500, 600 développeurs, enfin personnel, voire plus. Ouais. C'est un problème. Mais c'est surtout c'est la délégation en fait dans les tâches, finalement de couper les Oui, projets, les segmenter, et puis qui permet de réussir. voilà, puis la communication, et en plus on parle du jeu vidéo, c'est-à-dire que c'est quand même, le jeu vidéo a ce côté hyper, comment dire, c'est une pâte à modeler, mais tu sais jamais ce que ça va donner. C'est-à-dire que c'est vraiment un château de cartes la construction d'un jeu vidéo, et toute personne le sait, c'est-à-dire qu'un petit réglage dans ton gameplay peut avoir des conséquences que tu te rends pas compte sur le coup. Enfin, tu vois, Mm. chaque petite idée, elle doit être testée. Alors, là, ce que je dis, c'est particulièrement vrai sur justement des jeux comme le God of War, pas tellement sur des jeux systémiques, entre guillemets, Mm. mais, mais, mais si t'as un mec aux commandes, comme Chris Robert, qui promet des nouvelles features à chaque fois, quasiment, qu'il ouvre la bouche, et ça pendant des années, bah oui, forcément, Et qui micromanage aussi. Mais tu sais, je me faisais la réflexion, imagine si Peter Moulineux s'était retrouvé avec un budget illimité. Heureusement que ce mec a pris sa retraite avant les Kickstarter, en fait. Avant vraiment les gros Kickstarter. Oui, heureusement, oui, heureusement. Mais tu vois, en fait, moi, tout le mal que je souhaite, c'est qu'effectivement 2024 soit la bonne année pour le jeu et que finalement ça commence à décoller. Ouais, Tant mieux. elle va Franchement, décoller. j'espère que ce sera le cas. Mais ce que tu viens de dire par rapport effectivement aux itérations, aux tests, etc., ça m'a fait penser à tout ce que était l'early access et ce que n'est plus l'early access. C'est-à-dire que il y a peut-être une dizaine d'années, quand on parlait d'early Mm. access, c'était vraiment de l'early. C'est-à-dire, tu faisais presque un geste militant quand tu achetais un jeu en early access parce que tu Mm. savais que le jeu allait être cassé, que le jeu n'était pas du tout complet, etc. Et alors qu'aujourd'hui, maintenant, un early access, bah, finalement, c'est un argument marketing. On te vend un jeu quasiment fini avec une petite partie où finalement les itérations derrière vont plus contenir, enfin plus être sur le contenu ou sur des features. Mais aujourd'hui, un studio qui lancerait un early access qui serait une vraie alpha, Ouais, il se bah tire une balle dans le pied et justement, c'est oui, terminé. oui, complètement. Il y a un article de, un post, alors je sais plus si c'est un article ou un post, d'un développeur assez connu d'ailleurs, je crois un studio australien qui a le pire nom de dev du monde, qui s'appelle League of Geeks. Mm. C'est ceux qui avaient fait, je sais plus, enfin, des jeux de stratégie, et qui parlait de ça justement, entre autres de la difficulté sur une année comme 2023, avec l'avalanche de jeux complètement Mm. ouf qu'il y a eu cette année.
d'exister en fait, tout simplement. Il disait, et si ton early access, en gros, faut faire un hold-up. C'est-à-dire qu'il faut arriver avec un produit qui est pas du tout un early access, qui est quasiment fini. C'est une grosse démo. C'est une grosse démo que tu fais payer. C'est juste que tu vas rajouter du contenu, mais ta base, elle est technique, elle est irréprochable, et ta base gameplay, elle est réfléchie. Parce que si tu fais pas ça, en fait, le mec disait, au bout d'une semaine, tu vois tes ventes s'effondrer, ton temps d'exposition, il est fini, et c'est terminé en fait, et tu te relèves pas quoi. Tu te relèves quasiment plus de ça, et c'est très 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 compliqué quoi. D'ailleurs à tel point que tu vois des jeux que typiquement on aurait vu en early access il y a encore quelques années, le sont pas du tout en fait. Ils sont même pas annoncés, c'est-à-dire qu'ils ont une page Steam, les mecs te mettent même pas de date de sortie, ou genre courant 2025, tu vois, ou 2024, et avec des vidéos de gameplay où moi je pense qu'il y a 3 ans, le mec se serait pas emmerdé et il aurait déjà commencé à brasser du pognon en early access. Et aujourd'hui ils veulent pas. Oui. Ils veulent pas parce que... Non, mais parce que aussi c'est compliqué à gérer un early access pour un studio, c'est-à-dire que si tu sors ton truc pas démoulé justement avec des bugs, putain le feedback que tu te prends, il faut pouvoir l'encaisser quoi. C'est un risque marketing qui est important, c'est aussi du temps de développement qui n'est pas consacré au développement vraiment du jeu. C'est ça. Que t'es obligé de fignoler, c'est comme une démo en fait, t'es obligé de fignoler une partie de ton jeu, et c'est du temps que tu passeras pas finalement sur l'ensemble du jeu. Il y a des studios typiquement indépendants, ils peuvent pas se le permettre. Et puis ne serait-ce que faire le tri entre les remarques constructives et le nawak total, voilà quoi. Toi et moi on le sait très bien, un même jeu sur des bécanes quasiment similaires, il y en a un qui peut poser un vrai problème technique et pas marcher correctement, et ça vient pas du jeu en fait, ça vient de l'environnement, d'un truc que le mec a installé, un programme pourri, etc. Mais ne serait-ce que ça, si t'as une remontée de bug où le gars te dit mais le jeu il marche pas du tout sur ma machine, avant de savoir, enfin tu vois, c'est du temps perdu quoi. Il y a plein de choses. Donc, combien de jeux se sont fait détruire dans les tests et dans les métacritiques uniquement sur des problèmes techniques, et où l'aspect gameplay, l'aspect direction artistique, histoire, musique était totalement ignoré uniquement pour des problèmes techniques. Hein. Oui, mais ça, ouais, alors ça je suis d'accord avec toi, mais justement cette année je trouve que ça a été particulièrement compliqué, même sur des AAA, et ça m'a vachement étonné. Sur PC, je trouve qu'il y a quand même pas mal de cas de jeux qui sont sortis avec vraiment des problèmes techniques assez lourds, sur beaucoup de bécanes, enfin voilà, c'est pas... Et sans que ce soit corrigé par des patchs longtemps après. Si tu vas lire les reviews de The Last of Us ou de Jedi Survivor, qui est des jeux que moi, Jedi Survivor, les deux, j'étais tenté, j'ai été refroidi très très vite par les pages. Enfin, tu lis les forums, mais c'est ouf quoi. Et pourtant j'ai une machine qui fait tourner plein de trucs et qui généralement me pose pas de problème. Mais là j'avais pas envie. Au prix où sont ces jeux-là, bah merci quoi. Je te donne un très bon exemple avec Lords of Fallen, qui est sorti et qui rame parce qu'il a été rushé par l'éditeur et le studio a dû sortir le jeu trop tôt, donc pas fini, en tout cas, pas fignolé dans les aspects techniques. Et souviens-toi, Callisto Protocol, à sa sortie, on en avait parlé. La même chose. Voilà, alors lui il a été patché, je crois, enfin que maintenant il tourne relativement bien. Oui, mais, il tourne plutôt pas mal. Mais voilà, il y a quand même, tu vois, ils ont été patchés, mais comme je dis, moi j'ai vu les soldes passer, il y avait The Last of Us et Jedi Survivor, les deux, je suis allé voir les avis récents et les forums, t'es 1 an après la sortie des jeux, presque, et non, techniquement c'est pas encore ça, en fait c'est la roulette russe quoi, si tu joues sur PC. Sur PC, oui. Encore qu'il y a des jeux aussi pas qui étaient sortis sur console, c'était la même chose. Parce que Lord of Fallen, il ramait sur tous les supports. Il n'y avait pas de discrimination de ce côté-là. Mais là encore, tu vois, on parle même plus des early access. Mais c'est vrai que déjà, si sur des AAA ou des gros titres, déjà il y a des problèmes techniques parce que il y a forcément du crunch et une perte de temps pendant le développement, clairement aujourd'hui, c'était un studio, tu peux pas te permettre de sortir un early access qui va ramer, qui va poser des problèmes, ou tu tues ton jeu en fait. Ouais, et n'oublions pas que beaucoup de AAA qui sortent maintenant sont des jeux qui ont été développés en plein Covid en fait. C'est maintenant que tu vois, et quand tes fondations techniques, elles ont été faites dans cette période-là, ça explique aussi plein de trucs. Je dis ça. Tu vois, je pose ça là. Ça excuse pas tout, il y a tout qui ne s'explique pas comme ça. Il y a plein de cas différents, mais... Il y a plein de cas différents, voilà. Mais quand même, ça joue... Ça a dû quand même...
encore une fois, déjà qu'on dit que le management c'est un enfer, de gérer 300 ou 400 personnes sur des corps de métiers très différents et avec alors le faire à distance, ça doit être compliqué quand même. Écoute, moi je l'ai fait pendant le Covid, Non mais effectivement, moi c'est aussi, pas évident de c'est gérer pas des évident. personnes. Mais Mais moi ce qui me j'étais ferait dire d'ailleurs au pas sur passage des qu'à tous 300 les personnes. complotistes, déjà si t'arrives pas à gérer un projet avec 10 personnes, alors des complots mondiaux avec des milliers de personnes, je vous souhaite bonne chance. Hein. Non, mais ça, enfin, bon. Je vais pas lancer ce débat là, Non, mais c'est pas la peine. non, mais tout ça pour dire que voilà, j'ai suivi un peu le CitizenCon par curiosité et un peu ce qui se passait dans Tartisan et j'étais un peu surpris à la fois, pas étonné de voir que bon, il y a toujours un peu ce milieu toxique malheureusement dans ce jeu-là, qui est assez impressionnant. Je ne comprends pas d'ailleurs, je ne l'explique pas. Quoi, que Et effectivement, les geeks, je fais des guillemets avec mes doigts, sont une communauté toxique? Comment ça le savoir? les gamers Les gamers? avec une arrobase avec Et un un Z à la Z. fin. Ah ouais, c'est ça. Non, je ne sais pas, mais écoute. Mais ouais, ça m'a fait penser effectivement sur l'Early Access, l'évolution que ça a eu. Et quand tu vois un Hades 2 le jeu sort, voilà, les mecs ils te font un truc très très propre. Et en gros, maintenant c'était plus à ce stade de dire je ne vais pas prendre le Early Access Pour me pour pas profiter du spoiler. jeu, Ouais. voilà, pour vraiment profiter Moi, du c'est à ça. fond. Moi, c'est ça. Il y a des jeux que je vois. Alors bon, moi, il y a aussi un autre concept, hein, c'est-à-dire que j'ai quand même beaucoup de mal. Tu vois, dans ma liste de souhaits Steam, là, il y a eu des soldes. Il y avait plein de jeux, des jeux qui y sont depuis 2 ans, qui sont soldés alors qu'ils sont en early access. Ça, j'ai quand même du mal à comprendre, pour être honnête. Oui, mais écoute, j'en ai aussi dans ma liste. Voilà. Et du coup, c'est des jeux, tu vois, je reviens régulièrement, je dis, ah, il est en solde, ah bah tiens, c'est peut-être l'occasion, et je fais, putain, il est encore en early access. Bah non, en fait, je vais attendre la version finale. C'est peut-être débile, hein, mais Ça dépend des titres. Il y a des titres, clairement, ils sont en early access depuis 2 ans, mais c'est des titres qui sont oui, comme mais s'ils étaient finis. oui, Hein. mais jouable, entre jouable et tu vois, et comment dire, des fois, il y avait des trucs, même Hades, tu vois, quand c'était quel jeu? J'avais fait la réflexion dans un peu le temps de jouer là-dessus. Un jeu qui me changeait les règles. Ah si, c'était Dead Cells. Dead Cells, même après la sortie, ils ont continué à faire des patchs qui faisaient que si j'y jouais pas pendant 3 semaines, que je me reconnectais, je me disais, mais attends, qu'est-ce qui se passe, quoi? Ah bah tiens, ils ont changé tout le système de progression. Ok, quoi. C'est bizarre. Tu vois? Mais- C'est... Mais après, on est dans une époque maintenant, le jeu vidéo, entre guillemets, qui sort et puis dont ça reste immuable. C'est plus trop le cas. Il y a des cas de figure où finalement on est vraiment de jeu à service. Ouais, alors, je suis d'accord avec toi, mais ouais, je suis peut-être un vieux con, en fait. Hein. Mais ouais, ça me... Dans certains... Peut-être que faut pas exclure cette possibilité. Ouais, faut pas l'exclure, mais je veux dire, il y a une différence quand même fondamentale entre rajouter du contenu, tu vois, ou voilà, des quêtes optionnelles, des nouvelles mécaniques de gameplay, et te changer, littéralement. On parle pas d'équilibrage, hein. On dit, Dead Cells, ils ont changé la progression voilà, la montée de niveau du personnage, sur un roguelite, quoi. Parce qu'ils ont peut-être vu les retours qui faisaient que ça ne correspondait oui. pas aux attentes des joueurs, ou que c'était trop facile. Ou peut-être, mais ça fait quand même très chelou quand toi t'as pris tes réflexes et tes habitudes. Enfin bon, c'est comme ça. C'est comme je dis, je suis un vieux papy en pantoufles. Peut-être que t'es un vieux con en papy pantouflard avec tes charentaises, mais c'est peut-être aussi justement, par rapport à ce que je dis, cet apport du Early Access a changé un peu quelque part la façon dont les jeux sont développés. C'est ça. Où finalement ils ont une durée de vie, au fait il y a un Early Access, et puis même après la 1.0, ça continue à vivre, oui, mais et le jeu peut être modifié. Mais c'est comme tu dis en fait, la différence entre le Early Access et le jeu sorti, en fait, est devenu très très flou, quoi. C'est très ténu en fait, oui, en fonction des développeurs et des jeux, en fait, globalement, des fois, tu as des jeux, c'est des early access, c'est vraiment... Enfin, je ne crois pas qu'il y ait vraiment d'aujourd'hui de jeux qui sont des alphas, à part peut-être des studios indépendants où il y a 2 développeurs dans un garage, qui peuvent encore se le permettre parce qu'eux, ils n'ont pas grand-chose à perdre et que leur investissement est très faible. Mais des studios pour lesquels, oui, tu joues en fait la survie du studio. Non, un early access, aujourd'hui, c'est un argument marketing. Hein. Ouais. Bah, si tu veux faire de l'expérimental, tu vas sur itch.io, quoi. Par exemple. Où tu risques pas grand chose, quoi. C'est ça. Bref, c'était un peu de quoi j'avais envie de parler. Enfin, des sujets qui m'étaient venus un peu à l'esprit. Mais c'est très bien, c'était un bon sujet parce que c'est effectivement une tendance que je te dis que j'ai constatée dans l'année. Je sais pas, moi c'est un truc. J'ai rien contre le Early Access en soi. Si c'est bien annoncé, si tu sais où tu mets les pieds en fait. Oui. Mais après, c'est compliqué quand des jeux sont en Early Access depuis 5 ans, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment...
Bah, tout dépend la vie du jeu, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des mises à jour régulières. Oui, je sais. Est-ce que ça vit, tu vois, parce que des jeux où tu reçois un patch tous les 8 mois, que tu es en early access depuis 4 ans, bah oui, effectivement, tu peux te dire que le mec il a pris l'argent et bon, il vit avec ça, et puis de temps en temps il sort un correctif histoire de dire, quoi. Donc, ouais, c'est ça. Bah, autant faire un Patreon, tu vois, un Patreon à ce moment-là. Peut-être que c'est peut-être le mieux, effectivement. Ouais. Ouais. Et du coup, en parlant jeu à abonnement, est-ce que tu connais le MMORPG mondialement acclamé World of Warcraft? Ah non, je pensais pas à celui-là. Non, vite fait, je vais pas digresser parce que c'est bon. Non, parce que sinon après je vais parler de Sea of Thieves et tu vas être mal. Non, je suis pas mal parce que franchement, je te dis, je pense que j'y retournerai jouer avec toi. Non, je vais parler d'FF14 vite fait parce que quand même, j'ai fait quelque chose récemment qui est quand même important, c'est que j'ai fini en fait l'arc scénaristique qui avait été commencé il y a 10 ans quand le jeu est sorti. Et des jeux dans lesquels tu as un arc scénaristique qui dure avec du contenu pendant 10 ans, ça court pas, tu vois, les rues. Et honnêtement, bah voilà, j'ai fini l'extension Endwalker que je n'avais pas pu finir. J'en avais parlé à l'époque quand il était sorti. Ma frustration, de la catastrophe des serveurs de chez Square Enix qui faisait que tu avais des files d'attente de milliers de joueurs et qu'en gros, dès que tu voulais jouer, il fallait prévoir 3 heures à l'avance en espérant que tu sois pas rebooté dans la liste. Et parce que voilà, il y avait peut-être trop de monde et que le serveur a crash entre temps. J'avais un peu lâché l'affaire FF14, on joue de temps en temps, mais comme ça, mais j'avais pas fait l'extension. Malgré que tout le monde me disait que Endwalker c'était incroyable. Shadowbringer était déjà pour moi le meilleur Final Fantasy tout confondu. Et ne serait-ce même, je pense que même tout jeu vidéo confondu, ça, en termes d'histoire, je pense que c'est probablement un de mes jeux préférés. Et Endwalker est allé au-delà de ça. Et c'était assez impressionnant. Et franchement, ça m'a touché à la fin, honnêtement, parce que Et je pense que c'est un peu biaisé, non pas parce que c'est mon jeu un peu de cœur, mais je pense qu'il y a un argument qui est difficilement retrouvable dans beaucoup de jeux, c'est que voilà, l'histoire elle a commencé il y a 10 ans et que tu finis un arc scénaristique au bout de 10 ans. Et je pense qu'il y a peu de jeux qui peuvent faire ça, c'est un peu comme quand tu finis une saga de livres. Oui, voilà, ça fait 10-15 ans que l'auteur l'a commencé, et que tu t'es attaché au personnage, à l'histoire, et que tu veux savoir où ça va te terminer, et que tu arrives à la toute fin, et bah forcément t'es un peu ému, t'es plutôt touché. Et honnêtement ils ont fait un truc assez incroyable. Je crois que Naoki Yoshida et son équipe ont fait un boulot de fou. J'ai regardé un petit peu, tu vois, des vidéos d'autres joueurs, un peu voir comment ils réagissaient. Je suis pas le seul à avoir été ému, il y en a, ils en ont. Enfin, j'ai regardé 2-3 streameuses là qui étaient en pleurs à la fin. Alors chacun J'avoue que ressent le jeu différemment, hein. Il y a des gens qui vont sur la peur, sur l'angoisse. Ouais, la narration dans un MMORPG, tu vois, c'est un truc qui me laisse tellement perplexe que... Mais moi, FF14 c'est un jeu à narration, et il y a plein de gens qui jouent à FF14 sans s'occuper de la narration, et il n'y a pas de problème. Le jeu c'est un jeu, tu viens et tu prends ce que tu veux, hein. Et le jeu c'est toujours voulu justement avoir une narration importante et poussée, et tous les joueurs qui font du JRPG ou du RPG le disent, hein. Il n'y a pas de problème. Mais le problème, ce qui est très compliqué, c'est que je ne peux pas en fait trop en parler parce que tous les gens qui ne l'ont pas fait, et si un jour leur folie te prend de jouer au jeu, j'ai pas envie de te divulgacher la surprise et de te rendre compte qu'en fait il y a des trucs qui ont été écrits genre il y a 5-6 ans et qui sont dans la fin, quoi. Ouais. Et ça c'est un truc, tu vois, tu te dis c'est ma boule. Et donc voilà, c'est fini. Et donc là ça va partir, on va avoir du nouvelle extension qui sort l'été prochain, refonte graphique du jeu. Et ça va pas être du luxe. Et voilà, je vais pas trop digresser, mais c'était assez incroyable. Et je ne peux encore encourager les gens à jouer, même si j'avoue que on va en parler plus tard, parce qu'on en a parlé en off avant le début de l'enregistrement, sur la question de la longueur du jeu. C'est sûr que Attaque FF14 aujourd'hui, même sur uniquement l'histoire principale, alors je dirais pas que c'est violent, mais disons que il faut savoir dans quoi tu t'engages, quoi. Après, l'avantage c'est le côté multijoueur, donc tu peux jouer avec des amis. C'est autre chose, tu vois, que se dire typiquement un JRPG où tu vas te faire 200 heures, ou d'un jeu que je vais parler après, Starfield. C'est quand même plus dur de se lancer dans des RPG solo, ou même des jeux solo où tu sais que la durée de vie elle est au-delà de la centaine d'heures. Oui, ça c'est un autre concept. C'est un concept qui me dépasse un peu. Bref, c'était incroyable, et je tenais à le dire, et je suis pas le seul à le dire, donc c'est que... Et d'ailleurs, des journalistes de jeux vidéo qui n'étaient pas des fans de FF14 le disent, donc c'est que je dois pas être totalement dans le faux. Et le dernier truc que je vais lancer, et qui va te lancer sur ton sujet... D'accord.
parce que je monopolise un peu Non, mais c'est le très bien. podcast. T'inquiète. Il y a les Game Awards qui ont été annoncés, etc. Oui. Avec les nominés, les nommés. Ouais, je sais Je pas. sais plus comment on dit. S'en fout. Je crois qu'on dit les nommés. Avec tous les jeux et ben déjà il y a des choses qui m'ont un peu étonné déjà, c'est il y a quasiment les meilleurs jeux, c'est que des suites. Avec même Et pire que ça, il y a RE4 dedans. il y a un remake d'un jeu. Ouais, alors après je l'ai dit quand même vite fait, il y a Alan Wake 2. Ouais. Baldur's Gate 3, Marvel Spider-Man 2 chez Sony, Resident Evil 4, Super Mario Bros. Wonder et le Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ouais. Que des suites. Alors oui, certes. Après, y a, là, tu vois, dans la liste que tu fais, il y a suite et suite. Baldur, Alien Deck, ouais, il y a des jeux qui... Alan Wake, c'est... Ok, c'est le même studio, mais c'est tellement longtemps après, enfin, c'est tellement rien à voir. Alan Wake, oui, et Baldur, j'en parle même pas. Et Baldur, c'est complètement autre chose. RE4, bon, c'est un remake. Les remakes de Resident Evil, ils sont quand même particulièrement... incroyable. Voilà, soignés. J'ai pas fait le 4, mais... En fait, j'ai pas fait les remakes, mais du tout. Je sais pas pourquoi je m'arrête au 4. Moi, j'ai fait les remakes, j'ai fait le 2, j'ai fait le 3. Ouais. Et c'est super, hein, c'est vraiment, on est vraiment... Pour les jeux, même les gens qui l'ont déjà fait, moi, je suis un gros fan de Resident Evil. Ça reste intéressant. J'ai pris un pied de fou. C'est ça. Il n'y a aucun problème. Et le 4, je pense que je le prendrai un de ces 4. Mais ouais, alors après, voilà. Mario Wonder, bon, bah, ça... Mario Wonder, j'en parlerai un petit peu, parce que c'est un jeu très étonnant. Qui m'a... Mais je peux pas m'empêcher de me dire que quand même, il n'y a pas de nouvelles IP, même si effectivement je mettrais Alan Wake et Baldur's Gate un peu de côté, parce que Baldur's Gate, ça fait 25 ans qu'il n'y a pas eu de jeu, peut-être un peu moins quand même, faut pas exagérer, mais une bonne vingtaine d'années. Non, ouais. Le 2, c'était quand? C'est 98 ou 99, ouais. Comme ça. Donc une bonne vingtaine d'années. Alan Wake 2, le premier c'était sur Xbox. C'était sur Xbox 360. Voilà, et c'était il y a une dizaine d'années. Facile. Donc bon, et après le reste, on a un Zelda qui est à 1.5. Non, alors non, ça je peux pas dire ça. Non, alors, je ne parle pas du gameplay. Si. Non, visuellement, et il se base quand même. Tu ne peux pas dire que le jeu ne se base pas sur quand même les fondations du précédent. Oui, je sais, mais justement, je sais que tu veux donc, me lancer sur ce sujet-là. Alors peut-être que 1.9 si tu veux, mais est-ce que tu peux dire que c'est par exemple une différence comme tu as pu avoir avec des Zelda par le passé, où il y avait vraiment une idée différente, il y avait des moi tu vois, si, moi je te le dis, pour moi c'est exactement, enfin c'est pas exactement, faut pas déconner, mais si tu veux c'est un peu comme Ocarina of Time et Majora's Mask. Voilà, là on est d'accord. C'est-à-dire que ça reprend des assets, ça reprend plein de choses, mais en soi c'est deux jeux complètement différents. Ah mais je dis pas le contraire. Mais et c'est juste dans le gameplay aussi. Moi, extérieurement, quand je vois ça, je peux pas me dire ouais, c'est un nouveau jeu, c'est ok, c'est la suite, tout comme d'ailleurs le Spider-Man. Alors le Spider-Man, par contre, bon, ça clairement, oui, là on est dans la suite du AAA calibré, enfin, c'est bref, ce qui me fait quand même dire que, en termes de... on a toujours la même problématique depuis des années, les nouvelles IP, ça a du mal à sortir, et puis c'est beaucoup de gros jeux où finalement, est-ce que tu as envie de te lancer dedans? J'ai un peu de mal quand même. Moi, oui, tu me lances effectivement sur le sujet dont je te parlais avant qu'on démarre le podcast. Moi, j'ai remarqué un truc cette année, c'est ce que bien fait, hein. Ouais, très bien fait. Qui a commencé d'ailleurs, je crois, avant, parce que... enfin, cette année particulièrement, j'en ai vraiment pris conscience. J'ai vraiment un gros problème avec les suites. Et je sais... Et c'est pas une question d'amélioration de la suite, tu sais, comme on dit souvent, c'est une 1.5, elle a rien changé, c'est la même chose. Parce que j'ai joué à des suites qui sont extrêmement différentes du prédécesseur. Je vais juste les citer, après je vais expliquer un peu à chaque fois mon ressenti, tu vois, mais tu prends Darkest Dungeon 2. J'arrive pas à y jouer. Tu prends Plague Tale Requiem. Ouais. Pareil, Plague Tale Requiem, j'ai pas réussi à accrocher plus que ça. J'ai arrêté à mon premier échec. De mission, j'y arrivais pas, voilà. J'ai joué à quoi? J'ai joué à Remnant 2 cette année. Jeu que j'attendais beaucoup, qui promettait énormément, qui améliore absolument tout par rapport au premier. C'est incroyable le gap entre les deux. Ah oui. Et pourtant, c'est presque, tu vois, je le lance par défaut, limite pour m'occuper, quoi.
C'est terrible, hein, de dire ça. Et j'ai un nombre de jeux comme ça, où... et je peux remonter très très loin, hein, dans ma vie de joueur, hein, parce que ça peut remonter jusqu'à Mario Galaxy 2. J'ai adoré le premier, et le deuxième, je crois que j'ai fait les 3 premiers niveaux, en fait. Tu vois, et j'ai jamais réussi à dépasser ça. Il y a vraiment... Et j'arrive pas à comprendre pourquoi certaines suites comme ça, parce que j'ai des contre-exemples. Je peux te dire que la trilogie Dead Space, je l'ai dévorée. Y compris le 3, quoi. Que les Gears of War, putain, mais les Gears of War, je continue de les faire. Tu vois, je suis peut-être le dernier mec sur Terre, mais je les ai tous faits, quoi. J'ai fait les spin-offs et tout, et j'en ai rien à foutre. Alors, dans les Gears of War, c'est le même jeu, hein, fondamentalement, c'est juste qu'on te met dans des arènes différentes avec des ennemis différents. Et j'ai jamais atteint cette espèce de degré de lassitude débile que j'ai dans... Je sais pas. Alors, est-ce que c'est parce que, justement, il me faut des suites qui me changent, mais pas trop, tu vois, j'arrive pas à savoir. J'aurais bien aimé ton avis là-dessus, parce que... Bah, écoute, c'est vrai que c'est un syndrome qui, je pense que beaucoup de joueurs ont. Ouais. Et la difficulté, en fait, de s'impliquer dans un jeu, hein, que ce soit une suite ou pas. Alors, bien souvent, le premier titre est un nouveau titre, parfois nouvel IP. Qui te marque. Et donc, il y a un petit côté nouveauté, effectivement, qui va te marquer, et tu reviens dans le jeu, et tu peux avoir... Typiquement, l'exemple que j'ai, c'est la nouvelle trilogie de Tomb Raider, ou le premier. Le premier était marquant. Voilà. Ah ouais, mais... Très marquant. Même si, je me rappelle très bien, on a échangé à ce moment-là, et on y jouait ensemble, en même moment. Et quand le 2 est sorti, je crois que toi comme moi, on était assez impatients, parce que voilà, le premier était marquant. Et j'ai eu du mal à rentrer dans le 2, et j'ai dû le faire en peut-être 3-4 fois. C'est-à-dire, au bout d'un moment, j'ai dit ok, je le fais maintenant. Et un peu, entre guillemets, obligé de me forcer, tu vois, à rentrer dans le jeu et le finir. Et quelque part même, et le 3, ça a été la même chose. Le 3, j'ai dû m'y reprendre à pareil 2-3 fois. Et la dernière, j'ai dit, là, tu le finis, tu joues à rien d'autre et tu finis le jeu. Et le côté plaisir, tu perds un peu de son intérêt quand tu commences à te dire, il faut que je joue au jeu. Même si tu dis bien, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal, les suites en fait, où les jeux sont peut-être trop proches. Que ce soit en termes de gameplay ou que ce soit en termes temporels. Et ça pose un peu problème, en fait. Je pense que c'est en termes temporels, plus que... Alors, pas que temporel, parce que je reviens sur mon exemple de Mario Galaxy, tu vois. Je me souviens très bien l'avoir relancé il y a pas si longtemps que ça, genre il y a 2-3 ans, en disant c'est quand même con, Mario Galaxy 2, tout le monde dit qu'il est génial, et moi, j'ai pas accroché, donc je l'avais relancé sur Wii U. Et en fait, j'avais bloqué tout pareil. Et en fait, moi, je sais que la phase de tutoriel des jeux, des suites, est un truc qui me casse les noix. Mais d'une force. Parce que justement, j'ai fait le jeu d'avant. Tu vois ce que je veux dire ? Et alors, il y a des jeux dans lesquels c'est particulièrement maladroit. Je pense à Darkest Dungeon 2. Honnêtement, c'est pouf. J'ai rarement vu un début aussi chiant. Avec que du texte, que des pop-up de partout, qui ont aucun sens, tu comprends rien de ce qui se passe, enfin, c'est horrible. Mais tu vois, dans le cas de, par exemple, on parlait du Zelda, Tears of the Kingdom, parce que j'arrive pas à rentrer dedans. Mais en fait, j'arrive pas à finir le tuto. Parce que moi, t'es mignon le jeu, tu veux me prendre par la main pour me montrer les pouvoirs. Enfin, j'ai 300 heures sur le jeu, quoi. Techniquement. Tu vois. Ok, tu m'as changé 2-3 règles, t'as des nouveaux pouvoirs, il faut savoir comment les utiliser, je peux combiner des trucs, c'est super, ça change plein de choses dans le gameplay et tout. Mais voilà, me prends pas par la main, en fait. Fais-moi un truc qui me permet de skipper cette zone-là, parce que ça me fait chier. Et le jeu me le propose pas, et quand on parle d'un tuto qui dure 8 heures de jeu, quoi. C'est bon. Oui, c'est ce que j'ai entendu, ouais. Voilà, et sur, je pense à Plague Tale Requiem, c'est un peu pareil, c'est-à-dire c'est peut-être ce sentiment de régression. Dire que, ouais, j'ai fini le jeu d'avant, quoi. Donc j'avais ce sentiment de progression de mon personnage, etc. Et puis d'un coup, on te remet un personnage complètement basique, qui sait plus rien faire. On te réapprend, toi, en tant que joueur, à faire les mêmes combines, trucs comme ça. Et c'est peut-être ce qui me plaît dans les jeux genre Gears of War. C'est qu'en fait, j'ai pas ça. Gears of War, le gameplay est tellement simple qu'en 5 minutes, t'as compris comment shooter les trucs. Les seules choses que tu vas voir, c'est des nouvelles armes et des nouveaux ennemis. Tout à fait, ouais. Donc le jeu te prend pas par la main, en fait.
le tuto il dure 30 secondes, tiens voilà tu te mets à couvert, tiens tu sautes par-dessus le muret, et puis tiens voilà une arme, tu recharges et tu tues. Voilà. Et ça fonctionne. Et dans des jeux comme Remnant, typiquement, c'est la même chose. Me retrouver à buter des petits ennemis de merde en boucle, parce que mon perso, il fait pas de dégâts, il faut que je recraft mon armure, mon truc, mon machin, en repartant de zéro, ça me saoule. C'est peut-être ce sentiment-là. C'est-à-dire que la découverte du Ouais, monde c'est est très toujours compliqué là. en fait C'est extrêmement compliqué. en fait de mettre la bonne jauge sur le Hum, tutoriel, sur la progression, sur entre guillemets la petite carotte qui va te faire rester et te dire ah tiens il faut que j'aille continuer un petit peu plus c'est loin ça. pour voir, etc. Et il y a des jeux ils n'arrivent pas à bien doser ça, et là, effectivement là je pense pas que ce soit forcément toujours un problème de patience de la part du joueur, même si je pense qu'aujourd'hui beaucoup de jeux vont avoir le plaisir immédiat, on en a déjà parlé plein de fois. Bien sûr. Mais il y a des jeux effectivement c'est compliqué d'entrer dedans, et bon, des fois quand tu as un peu assisté et finalement la récompense elle est là et c'est cool. Hum. Je ne vais pas encore parler des Souls une fois de plus, Non, non, mais il y a des jeux, effectivement, je suis d'accord avec toi. Moi, il y a des jeux, je les ai pris, j'ai lancé le jeu, j'ai 3, 4, 5 heures de jeu et j'arrive pas à continuer. C'est-à-dire, je me dis pas, je me remets devant le PC ou devant ma console en me disant tiens, je vais le relancer. non, c'est ça. Et j'ai même tendance à lancer autre chose, quoi. J'ai même Donc, tendance à moi je le regarde dans les yeux, tu vois le jeu, et je fais non en fait. Ouais, et c'est marrant. Et après, tiens, bah, tu vois, en parlant de suite, j'en ai fait une dernière suite cette année, tiens, je vais juste te permettre une toute petite digression dans tous les jeux que j'ai cités. Parce que forcément, bah, il y a eu le Quake 2 Remastered cette année. Ouais. Donc je l'ai fait. Alors, effectivement, là, on est vraiment sur du vieux et c'est. Mais je l'ai fait pour la science, parce que c'est pas un mauvais Important. jeu, mais c'est pas un jeu fou, Quake 2, quoi. C'est surtout, il est coincé entre Quake, qui est un jeu encore pertinent aujourd'hui à tous les niveaux, d'un point de vue gameplay, architecture, tout ce que tu veux, quoi, et Quake 3, qui est encore un jeu multijoueur hyper pertinent sur plein de choses, et lui, il est là, et il est tout pâteau dans tous les aspects, quoi. C'est-à-dire que, surtout qu'il est sorti, il est sorti en même temps qu'Half-Life, le pauvre, donc il s'est fait défoncer sur tout ce qu'il tente de faire, en fait, Half-Life le fait mieux. Donc il a un gameplay qui est du Quake ralenti, et il a des niveaux qui tentent de te raconter quelque chose, mais encore une fois, Half-Life fait 10 fois mieux. Ouais, c'est un jeu... Alors pour la science, c'était intéressant, parce que c'est un jeu qui du coup passe un peu aux oubliettes, alors qu'il tentait plein de trucs pour l'époque qui étaient assez novateurs, mais c'est encore une fois... il est sorti dans l'ombre d'un géant, quoi. Oui. Et après, pour continuer sur ton débat, c'est vrai qu'aussi il y a beaucoup de jeux maintenant, la durée de vie est trop grande. Ça devient problématique. Ouais. Tu vois, par exemple, j'ai commencé Triangle Stratégique, un jeu super, j'en avais parlé, Ouais. et j'arrive pas à le relancer parce que je sais que c'est des dizaines et des dizaines d'heures qui m'attendent. J'ai des jeux sous blister qu'il faut que je lance. J'ai Persona 5 Striker. Oui, tout à fait. J'ai aussi Tale of Arise, un Tale of, donc autant te dire que du JRPG avec ça y va. Ouais. Et j'arrive pas à me motiver. Je sais qu'ils sont très bien, etc. Et j'arrive pas à me motiver ça, à me dire de les lancer parce que vraiment, je fais mon bourgeois. On a vraiment les mecs là. Ouais, T'as un buffet devant toi de homard et de caviar. Et genre, j'ai plus faim. Ouais, mais il y a de ça, mais il y a aussi. Et puis moi, il y a plein de jeux quand même. Le roguelite, c'est bien. Tu vois, c'était super. On a redécouvert ça avec les indés. Des jeux comme ça qui avaient pas. Pour les indés, c'est un modèle fabuleux parce que ça leur permet de faire des jeux justement avec une durée de vie énorme, pas forcément avec un budget colossal derrière. D'ailleurs, tiens, je te coupe tout de suite, désolé. Mais justement, en parlant de roguelite, tu vois, c'est le jeu qui me fait le plus envie, c'est que j'aimerais bien pouvoir acheter un de ces quatre et qui me fait envie, mais qui n'était pas soldé ou très peu. Non. Et qui pourtant a un gros titre, Returnal. Ah oui. Oui, c'est vrai. Et bizarrement, ce jeu-là me fait envie parce que je sais que c'est des boucles de gameplay rapides. Ouais. Et pourtant, tu vas y passer du temps, hein, mais bizarrement, c'est le jeu m'attire, le concept et le. Alors que un Tale of, qui est pourtant, je suis la cible en tant que bon Weebs, mais pourtant, Weebs, j'ai pas de figurine dans mon bureau. Bref, mais et ça me fait moins envie, tu vois. Non, mais je comprends, Returnals, mais il a quelque chose, Returnals. C'est-à-dire que il est justement, il a une DA, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Mais voilà, donc non, c'était mon truc sur les suites. Je sais pas. Ça remonte à très loin et c'est pas une question de changement, quoi.
Ou alors il faut que le changement soit radical. Il y a des suites qui sont tellement différentes du premier, ou au contraire tellement rapprochées, parce que, tiens, mais c'était dans une émission de Canard PC où le type en parlait. Il a parlé de Left 4 Dead 2. Et est-ce que tu te souviens, parce que moi j'avais zappé, mais effectivement la sortie de Left 4 Dead 2, elle s'est déroulée genre un an... Oui, juste après. Ouais, un an après le premier. Oui, je me rappelle très bien, puisqu'il y avait des appels au boycott C'est sur ça, les forums ce qui pour du Valve, colle pas du tout en fait. Ils font jamais ça, ils sortent jamais une suite. Et en fait, il y a une vraie explication à ça. T'as raison, ils sortent jamais de suite, hein, c'est vrai. Non, ils sortent jamais, ils s'arrêtent au 2. Quand ils ont un gros titre, etc., ou le 2, et puis non, il y a pas... Non, mais c'est surtout qu'ils sortent jamais de suite aussi rapidement, en fait, aussi rapprochés. Mais c'est surtout, en fait, apparemment, l'explication serait technique. C'est-à-dire que le Left 4 Dead était tellement pété. C'est pas faux. Il est sorti dans un état tellement lamentable. Alors, moi, j'avais oublié, mais il racontait, par exemple, que le Directors, tu sais, le truc qui gérait les IA à des niveaux avec le random, etc., des fois, planté. Et donc, le jeu, sans te le dire, chargeait en boucle le niveau en espérant que le Director réagisse. Tu vois? Moi, j'avais beaucoup de souvenirs sur les passes, les pass finding des mobs, etc. Des fois, ils faisaient n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Et je parle même pas des PNJ qui étaient avec toi. C'était pas Mais voilà. Et en tout cas, donc ils avaient et donc Valve a décidé, soi-disant, enfin apparemment, d'après ce qui se dit, dans ce qui a été révélé là il y a pas longtemps, que justement, donc c'est une raison technique, ils ont remis un peu à plat le moteur. Donc et c'est pour ça que le jeu est aussi similaire du premier, c'est-à-dire qu'ils rajoutaient que une quête et tu vois quelques trucs. C'était le même jeu. C'était le même jeu. Bah d'ailleurs à tel point que ils ont ressorti toutes les maps du 1 sur le 2, quoi, gratuitement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, acheter Left 4 Dead 1, ça n'a aucun sens. Oui. Parce que je suis même pas sûr qu'ils soient encore en vente, d'ailleurs. Oui, c'est une bonne question, mais je suis pas certain, non. Mais voilà, mais c'était juste, en parlant des suites, celle-là, elle était marrante. Parce que vraiment, c'est très étonnant, quoi. Et donc, les Game Awards, Doritos, Nintendo, etc. T'as un petit jeu là comme ça qui t'a un peu marqué cette année Bah alors, je suis emmerdé parce que là, ils ont dans tous les... Oui, bah il y a Mario Wonder. C'est ce que je disais, moi. Alors, ma fille l'a fini, moi je l'ai pas fini. Ma fille, donc si je l'ai fini parce que c'est moi qui ai battu le boss de fin, c'est pas elle. Mais et on va dire que les deux derniers mondes, c'est plus moi qui les ai fait que elle, donc je peux considérer que je l'ai fini. C'est un Mario vachement intéressant, qui bouffe à tous les râteliers, c'est-à-dire que tu retrouves du Céleste, tu retrouves du Rayman, tu retrouves tous les platformers de ces dernières années, et ça c'est vachement bien parce que ils ont tous fait pareil, hein, ils se bouffent tous les uns les autres, et c'est tant mieux si on a un jeu qui te recrée des niveaux, qui reste un Mario qui est très drôle, surtout. Moi j'ai beaucoup aimé, il a un ton, c'est un jeu qui se moque, qui casse le quatrième mur, qui se moque beaucoup de lui-même et de toi. Et ça, je trouve ça, il est assez espiègle, tu vois. J'aime bien ce côté-là. Qui s'affranchit enfin de certaines barrières débiles des Mario, et ça fait du bien. Genre le temps pour finir un niveau. Bah là, t'en as plus. Donc, si tu veux retenter 12 fois le passage que tu pouvais pas faire, bah tu peux. T'es pas obligé de refaire le niveau à 0. Ouais. Voilà, ça c'est vachement bien, en fait. Qu'à certains niveaux bien tendus si t'en as envie, à la Mario, quoi. Si tu veux le faire à 200%, le jeu... t'as du challenge. Et qui propose chaque niveau est nouveau, tu vois, et joyeux, il y a une idée de game, à la Nintendo, quoi, c'est-à-dire que t'as une idée de gameplay à chaque niveau, et en même temps, une fois que je l'ai fini, je l'ai oublié, en fait. Alors que quand j'y joue, je peux pas décrocher. Hein. C'est-à-dire que tu me mets devant, les rares sessions que j'ai fait seul, j'y ai joué, mais 6 heures d'affilée, quoi. J'exagère pas. Hein. C'est-à-dire que... Mais c'est un peu que quand je t'en parlais la fois, bon, je pense qu'on s'était pas forcément compris ou pas d'accord, mais tu vois, parce que je disais, effectivement, le jeu est nommé dans les meilleurs jeux de l'année. Ouais. Et je dis, ok, ça peut être exceptionnel, mais est-ce que c'est le jeu que tu vas te rappeler cette année ? Moi, c'est un beau... Si, parce que bon, après, il y a aussi... ma fille, tu vois, c'est son premier Mario, elle s'en souviendra toute sa vie, quoi. Oui, bien sûr. Moi, les Mario, c'est mon... Je sais pas combien il y a de Mario sortis, mais vu que je les ai quasiment tous faits, voire je les ai tous faits.
C'est pas la même chose. Et surtout des jeux de plateforme, je suis un grand fan de jeux de plateforme, je joue à tout ce qui traîne, que je trouve d'à peu près rigolo en plateforme. Donc c'est aussi pour ça, quoi. Je veux dire. Et il y a quand même certains niveaux qui m'ont marqué, justement par leurs idées, quoi. Parce qu'il y a vraiment des niveaux vachement sympas, et avec des petites trouvailles dans la mise en scène ou dans le gameplay. Puis c'est un jeu magnifique en plus. On verra. Est-ce que Super Mario Bros Wonder non, c'est BGF3, c'est Baldur's Gate. Enfin, en théorie, si on avait 2 doigts de logique, c'est Baldur's Gate qui devrait tout rafler. Je pense que ça me paraîtrait assez logique. Le jeu, enfin pour moi, il est sur la liste à faire. Peut-être que c'est un jeu qu'on devrait faire en coop d'ailleurs, peut-être. Mais il paraît que le studio, enfin je sais plus le producteur ou le directeur du jeu a dit en fait, idéalement, faites les deux. Faites en solo, faites en coop. Parce que l'expérience est totalement différente. Ouais. Mais effectivement, ce serait peut-être intéressant qu'on y réfléchisse, parce que c'est un jeu qui me tente beaucoup. Moi, je suis très chaud. Je suis très très chaud pour le faire. Bah, je suis très chaud, mais après c'est le temps, quoi. C'est typiquement, là, c'est une montagne, tu vois, c'est le genre de truc... c'est une montagne, et c'est une montagne que t'attaques pas par session de 20 minutes, quoi. Non, clairement pas. Donc, clairement pas, tu fais des grosses séances de plusieurs heures de jeu. Bref, c'est du CRPG, quoi. Enfin, c'est du RPG tout court maintenant, parce que CRPG ne peut pas grand chose dire, mais... Bref, mais c'est vrai que quand je regarde, en tout cas, les nommés sur ces Game Awards, Doritos, featuring Mountain Dew, Taco Bell, c'est vrai que... je sais pas, tu vois, il y a aucun gros titre que j'ai fait. Et quelque part, je trouve ça... Bah voilà, hein, c'est la logique du podcast. Il y a tellement de jeux aujourd'hui que tu en reviens à un stade. Moi, c'est assez rare que je joue à des jeux qui sont sortis dans l'année, tu vois. Je sais pas pour toi, mais me dire des jeux que j'achète genre Day One parce que voilà, je l'attendais, c'est assez rare. Ouais. Alors, vu que les derniers que j'ai fait comme ça, que j'ai acheté Day One, justement, ça a été la douche froide. C'est genre un Plague Tale Requiem que j'arrive absolument pas à finir. J'arrive pas à me mettre dedans. Ou Remnant 2, tu vois, sur lequel j'ai du mal. Alors Remnant 2, il y a aussi... non, mais Remnant 2, il y a un truc, c'est que Remnant 2, ce qui m'a beaucoup plu dans le 1, c'est pas le premier run que j'ai fait en solo, c'est les runs que j'ai fait ensuite avec mon beau-fils. Et là, le fait que mon beau-fils n'a pas le temps, et donc je pourrais pas jouer avec lui sur le 2, et donc forcément, tout seul, vu que c'est un jeu qui est devenu beaucoup plus dur, quand même, ils ont... quand même. Ah, bah ça change l'expérience. Ouais, ils sont un peu trop soulifiés, tu vois. C'est-à-dire qu'ils ont repris tous les trucs de salopards des Souls. Ils ont raison, hein. Ah ouais, mais bon. Justement, tu vois, quand toi t'avais l'habitude de ton petit jeu un peu pépère, où t'avançais en shootant et c'était rigolo, mais au final, les boss, c'était la difficulté, quoi. Dans Remnant. Premier, mais les trash mobs, c'était les trash mobs. La plupart du temps, t'avançais dans le niveau vraiment peinard. Et, dans mes souvenirs, oui, effectivement. Et là, je crois que le premier niveau que j'ai vraiment exploré, je suis tombé sur des trucs qui sont même pas considérés comme des boss par le jeu. Sauf que bon, bah, tu butes le premier, enfin non, le premier te bute, tu comprends, tu reviens, la deuxième fois t'es hyper prudent, t'arrives à le tuer, tu dis ah bon, ça va, c'est pas trop dur, donc tu fais ça 2-3 fois, tu comprends comment ça marche. Sauf qu'en fait, il y en avait que 3 dans le niveau, et que le troisième, c'est un turbo vénère de la folie, quoi. Et donc, il te découpe la gueule, et en série, lui. Et lui, t'arrives pas à le battre. Et tu vois, enfin bref, je vais pas reparler trop de Remnant 2, mais c'est je pense que c'est un jeu qui, pour le coup, a vraiment été pensé pour la coop, alors que le premier était plus frileux parce que moins populaire, tout simplement. Le premier, il savait pas où ils allaient, il savait pas si ça allait marcher, donc il faisait un jeu qui était solo, jouable en coop. Et là, clairement, le 2, à mon avis, il est quand même entièrement... Enfin, j'ai même affronté des boss où j'ai gagné, hein, j'ai réussi à les battre, mais j'ai dit, waouh, effectivement, ça aurait été tellement plus simple à deux. Mais c'est un jeu qui est pensé pour être joué en coop, hein, c'est vrai qu'il y a à le voir, et puis c'est pas pour rien qu'il a eu du succès, un petit succès sur le stream, parce que bah forcément tu peux jouer à 3-4, donc déjà ça rajoute un côté un peu plus aléatoire et fun au jeu, hein. Tu prends n'importe quel jeu, même un peu pété, tu rajoutes du coop, hein.
La preuve, hein, on a fait The Forest. D'ailleurs, il faudrait qu'on le finisse un jour, mais le jeu est pas ouf, mais il y a une bonne base. Mais en coop, tout de suite, ça. Ouais, mais de toute façon, rajoute un la coop truc. rajoute toujours plein de trucs. Oui. Bon, après, sur des jeux comme The Forest, c'est le Nawak qui est rajouté, qui est drôle. Oui. Alors que Mais effectivement, la variable Nawak est importante. Ah, mais complètement. Ça, on est bien d'accord. Tiens, bah, alors en parlant de Nawak, Mhm. je vais parler donc d'un peu de. Je vais pas dire que c'est mon gros sujet, mais un petit peu. J'ai joué à Starfield. Mhm. Et j'ai envie de parler de Starfield. Avec des Parce que modes quand ou même, c'est sans un jeu mode? que alors non. Alors déjà, je l'avais déjà dit à l'époque pour Skyrim. Moi, c'est l'expérience vanilla. Les gens qui commencent à me dire ah oui, non, mais tu Cuir juges un moustache. jeu, mais si t'as mis les 200 modes qui vont bien, le jeu il est pas bien. Alors non, je suis désolé pour ces gens-là. Un jeu, il doit être joué comme les développeurs l'ont prévu, avec les patchs, mais pas avec Mais des milliards de justement, c'est modes pour. Bethesda, ils l'ont pas prévu, c'est ça le truc. Mais bien sûr, je sais qu'ils l'ont pas prévu, et c'est pour ça que ça va être drôle d'en parler. Ouais. Mais du coup, j'ai joué à Starfield parce qu'il était dans le Game Pass Bah oui. et que le jeu me faisait envie. Et d'abord, au début, quand j'ai vu la première bande-annonce il y a très longtemps, le teaser, je m'étais dit Bethesda qui refait un RPG, et puis c'est bien, ça a l'air d'être de l'art science, Mhm. ça va être cool. Puis après, Ouais. j'ai vu le premier vrai trailer, etc. J'ai commencé à faire dire. J'ai vu des mecs à moustache bizarre et j'ai fait genre. Bah, Ouais. moi, je me ok, souviens quand même que quand j'ai vu les premiers trailers, j'étais comme toi, ah, Art Science, cool, etc. Et que, putain, la douche Ouais. froide quand j'ai vu les tests. Alors, déjà, oui. Alors. Bon, bref, je l'ai lancé, voilà, ça me coûtait, enfin, entre guillemets, pas plus que l'abonnement du Game Pass, donc moi, je risquais pas grand chose. Ouais. Et j'étais plutôt, je vais pas dire enthousiaste, mais j'étais intéressé, on va dire. Mhm. Sachant que, quand même, mon expectation avait quand même pas mal diminué dans les premiers tests, etc. Mm. Et bon, tout n'est pas jeté, hein, mais il y a quand même pas mal de trucs à dire hein, sur ce jeu-là. Je vais quand même dire les trucs qui sont bien tout de suite, hein, comme ça on va éliminer ça. C'est beau. Parce que c'est pas. C'est beau. C'est plutôt beau. Ouais. Honnêtement, le jeu il tourne bien. Ouais. Et une très bonne surprise, j'ai eu très peu de bugs. Et venant de Bethesda, je trouve ça assez incroyable. Oui, Et, c'est pas possible. surtout que. Et surtout, je me suis dit, c'est pas, tu sais, peut-être que c'est juste moi qui ai de la chance. Donc je suis allé voir un petit peu. Non. A priori, le jeu est plutôt stable. Oui, c'est pas toi qui as de la chance. Moi, je me suis rendu compte quand même que, tu vois, notre conditionnement de joueurs, là, depuis 30 ans, certifiés, tu sais... Non, mais... T'as modifié le fichier INI? Ouais. Non, mais fait que, sérieusement, et je blague pas, en fait, j'ai plein de comportements maintenant dans certains jeux où j'anticipe le fait que le jeu pourrait me bloquer dans un truc, ou tu vois... être softlocked, oui, ça m'est déjà arrivé. Il y a plein de jeux où je me rends compte, dans ma façon de jouer, dans ma façon d'appréhender les niveaux, de me balader, où en fait, j'anticipe des blocages, parce que dans toute ma vie, c'était bloqué, quoi. Et donc j'y vais pas, je cherche pas. Et c'est assez marrant. Et autant il y a des jeux sur lesquels je tombe sur des bugs plus gros que moi au bout de 15 secondes, parce que justement les jeux sont un peu... cassent un peu les règles, autant il y en a d'autres... tout le monde dit que c'est buggé, et moi je passe à travers tout en disant bah non. Et il suffit de jouer, c'est-à-dire qu'il faut jamais m'embaucher comme bêta-testeur en fait, c'est ça que je suis en train de dire. Non, toi t'es du genre à allonger tous les murs, etc. Mais c'est ça. Pas un glitch là. Non, c'est... Parce que je vais pas clipper dans le mur et finir dans les bacs. Non, mais tu vois, j'admire énormément les mecs qui trouvent justement les glitches complètement hallucinants, parce qu'ils exploitent, ils comprennent tout de suite que s'ils prennent cet objet-là, qu'ils le mettent dans telle position, et qu'ils font tel truc... Ça, moi, ça me vient même pas à l'idée, quoi. Et les speedrunners qui font des trucs genre tu là, comment... Pourquoi tu vois, pourquoi vous avez eu l'idée de faire ça ouais, je fais une dernière digression. Bref. Ouais, mais vas-y. Vas-y. Non, mais c'est... Non, vas-y, en parlant de speedrun, digresse. Si vous êtes sain d'esprit, n'allez jamais voir, parce que j'ai découvert ça il y a pas longtemps, les speedruns de Portal. Non, oui. Non, mais... Je vois très... Non, tu vois pas. Si. Non. En fait, il y a 4 catégories dans Portal. Il y a la première qui est assez bien, c'est-à-dire c'est sans bug. Ils ont pas le droit d'utiliser des bugs, des exploits, etc. Donc ça, c'est comme toi, tu ferais les niveaux, quoi. C'est juste qu'eux, ils le font beaucoup plus vite. Et la dernière catégorie, c'est No Limit. Et là, honnêtement, le mec, il finit le niveau, il se déplace pas. Et tu comprends pas comment il fait. Mais, bref. Ouais, non, mais j'ai vu effectivement ce genre de speedrun, mais là, il aurait fallu demander à qui de droit sur tout ce qui est intéressé sur les superplays et le speedrun. Donc mon frère qui
Alors, t'étais capable de nous en parler plus. Donc, pour revenir à Starfield, effectivement, c'est beau et ça ne bug pas. Alors, déjà, moi, j'ai été surpris. Tu vois, je me suis à ce que c'est pas standard. Avoir 12 retours Windows, tu vois, l'écran de démarrage, remettre à jour mes pilotes graphiques, aller chercher sur les forums. Non, le jeu a marché. J'ai jamais eu de bug. Donc, c'est plutôt une bonne surprise. Visuellement, c'est plutôt beau. Même si je fais... Ouais. Je vais te faire une remarque tout de suite, c'est que oui, tu peux aller sur des planètes, etc. Et les planètes, elles sont un peu vides. Oui, ça, oui. Mais c'est ce que je disais, c'est ce que... C'est typiquement ce que j'ai lu dans le test qui a fait que... Ce qui m'a refroidi direct, en fait. C'est que... Alors, il a été comparé énormément à tort à Star Citizen en disant oui, c'est Star Citizen, en fait, comme il aurait dû être. Ouais. Oui et non, parce que globalement il est pas seamless en fait, l'univers, c'est que tu te TP en fait d'une planète à une autre, il n'y a pas de décollage et atterrissage en fait en temps réel, etc. Ça n'existe pas. Donc bon, c'est vraiment des jeux totalement différents. Je pense que la comparaison, je ne comprends pas d'ailleurs, je l'avais noté dans les points abordés, je ne comprends pas trop cette comparaison. Oui, c'est des piou-piou dans l'espace, je suis d'accord. Ouais, mais le problème, c'est que cette comparaison, elle avait été faite sur les trailers de Bethesda, où tu voyais un mec monter dans un vaisseau, décoller, quitter la planète, tu vois. Donc les gens dans leur tête se sont dit, c'est trop bien, c'est des jeux de vaisseaux dans l'espace. Super. Colony War sur PlayStation, c'est plus dans l'espace, je pense que ça n'a rien à voir non plus. Star Lancer, Star Lancer, mec. Star Lancer. Incroyable. Star Lancer, bien sûr. Voilà. Mais ça, tu peux aller sur Terre, donc je suis allé sur Terre pour voir, et hop, je vais dans Sol, enfin le nom du système solaire, et tu peux aller effectivement sur la Terre, et il se passe rien, quoi. C'est un désert, il y a rien, donc c'est joli, hein. Il y a un côté, moi j'apprécie particulièrement les mondes des univers parfois désertiques où tu peux t'imaginer qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc dans le cas présent, ça marche plutôt pas mal. Et après, les villes sont très intéressantes. Plutôt bien designé, mais tout de suite déjà le premier problème, déjà 1er mai, enfin plutôt le 2e mai. Pourquoi il n'y a pas de carte? Je ne oui, ça, j'ai vu ça, j'ai halluciné. Non, il n'y en a pas. Et il n'y en a pas de carte. Ouais, c'est ouf. Il y a une pseudo-carte qui existe, mais qui ne permet pas de te repérer. Non, mais pourquoi? On est en 2023, on a tous des GPS dans la poche, quoi. Et pourquoi? Non, mais dans le futur, on n'a pas de carte. Non, et dans Skyrim, le mec, il avait une carte interactive de ouf. C'est-à-dire que... c'est le papyrus, là, t'es là. Genre, c'est ça, grâce à son papyrus magique, tu vois. Je sais pas que j'utilise les gants parce que le tactile des papyrus marche pas. Non, mais je sais pas, c'est parce qu'il n'y a pas de magie. Non, mais Thomas, c'est parce qu'il n'y a pas de magie dans l'espace pour faire la carte magique. C'est pour ça. J'imagine. Non, apparemment, tu peux pas avoir. T'arrives dans la ville hyper connue, etc. Où toutes les villes. Voilà, non, t'as pas de carte. Visiblement, c'est une technologie. La géographie n'existe pas. Je ne sais pas. Bon, bref. Ouais, je vais attaquer direct dans les trucs qui fâchent parce qu'après tout. Ouais, on n'est pas là pour. Si, je vais quand même continuer un truc. Bon, c'est un FPS, hein, globalement. Est-ce que c'est un bon FPS? Non. F. Est-ce que c'est un mauvais FPS? F. Pas trop non plus, quoi. Non. Mais si je dois le comparer à un autre RPG qui est en FPS, Cyberpunk, ça fait un peu mal quand même. Ouais. Parce que et pourtant c'est pas le point fort et c'est pas le point fort de Cyberpunk en plus. Ce qui n'est pas son point fort, mais le rendu FPS à tous les niveaux dans Cyberpunk qui est bien supérieur à Starfield. Je trouve que c'est un sujet que j'ai peu entendu. Je suis un peu étonné. Mais globalement, je trouve que les combats c'est pas fou. C'est pas mauvais non plus, mais je sais pas, il y a un côté un peu vieillot dans dans ce que mais c'est ça rendu, en fait. Non mais moi, dans tout ce que j'ai vu, c'est que c'est un jeu qui, autant sur certains aspects, est effectivement moderne, c'est-à-dire d'un point de vue graphisme, etc., mais d'un archaïsme sur tellement de choses. Tu me lances, c'est très bien. Ce jeu, c'est Fallout avec une skin dans l'espace, et c'est Skyrim avec une skin dans l'espace, et voilà, c'est tout. Tout le monde l'a dit. Je suis désolé, même si les gens qui continuent à dire que c'est pas le cas, si c'est Skyrim dans l'espace. Moins bien en fait. Ils ont pris leur archétype qu'ils font depuis c'est le même moteur, 15 ans et c'est le même moteur. Alors ils l'ont mis à jour, il n'y a pas de problème, c'est joli. Mais c'est toujours la même chose. Et la narration, il faut que je parle de la narration. C'était déjà, ça n'a jamais été le point fort de Bethesda. C'est vraiment le point faible du jeu. Il y a plein de petits problèmes, il y a plein de trucs qui compensent, etc.
voilà. Mais la narration, pour moi, elle est catastrophique. Enfin, pas totalement catastrophique, il y a des trucs intéressants, tu peux te prendre à l'histoire. Mais la façon dont elle est amenée, l'exécution, waouh, les chants contre chants des personnages quand ils discutent entre eux, c'est juste plus possible en 2023. Chose qu'on avait reproché à, tu te souviens, déjà, à... Ah merde, c'était quoi ce jeu, là le jeu de Obsidian, qui était justement dans l'espace. D'Obsidian dans l'espace. Non, enfin, dans l'espace, ou en tout cas, qui avait un côté un peu rétro, steampunk futuriste, là. Je t'avoue que ça ne me parle pas. Ça te parle pas. Bah, c'était pareil, c'était un FPS, RPG, fait par Obsidian, et on l'avait reproché, tu vois, on leur avait dit, mais les mecs, les dialogues en chant contre chant, c'est plus possible, tu vois, votre jeu, il est archaïque, et, ouais. Mais totalement, je le compare une fois de plus à Cyberpunk parce que c'est le RPG aujourd'hui, je pense, de référence SF. BF3. BG3, quoi. Ouais, alors je parle même pas des. Voilà, BG3. Baldur's Gate 3, j'en parle même pas. Ils sont sortis presque en même temps. Genre un mois avant, genre ça fait mal. Ouais. Vraiment, en termes de narration, ça fait très très mal parce qu'en plus, Baldur's Gate 3, tout est doublé. C'est-à-dire que tu tapes pas des pavés Ave César, je vais pas lire le pavé. Non, c'est le jour et la nuit. Et alors que je n'ai pas fait Baldur's Gate 3, mais tout ce que je vois et tout ce que je l'entends, c'est à l'opposé. Et les chants contre chants, et en plus le pire, c'est que parfois il se passe des dingueries dans l'arrière-plan du protagoniste qui est en train de parler parce que le jeu continue à tourner derrière. Non, mais ça c'est Bethesda. Ça c'est ça qui est génial chez eux, quoi. Alors ça, tu vois, moi j'ai vraiment explosé de rire sur des passages. Mais en fait, ce jeu pue la malaisance. C'est l'Uncanny Valley, mais du début à la fin, c'est l'horreur. Ouais. Il y a des PNJ qui te parlent, mais tu te dis, genre, il va me buter en fait. C'est pas possible. Mais tu sais, quel jeu m'avait fait ça la fameuse séquence où tu t'approches de... putain, il y en a plusieurs. Hein. C'est pour ça que j'arrive pas à me souvenir du jeu qui m'a fait ça, parce qu'il y en a plein. Tu vois, tu te balades dans l'univers, tu vois un PNJ qui te tourne le dos, quoi. Tu t'approches, t'as le bouton pour le dialogue, t'appuies sur le dialogue, il se tourne. Et genre, vu que c'était un jeu où les cheveux étaient physiqués. D'accord ? Ah oui. Et donc, le jeu fait une rotation du personnage, et du coup, les cheveux font nawak, quoi. Et tu vois, il se prend sa couette dans la gueule, Oui, et d'un coup, ton dialogue, il démarre là-dessus, mais c'est Benny Hill, quoi. C'est-à-dire que... Mais là, c'est exactement voilà, ça. Honnêtement, quand je suis arrivé, je sais plus comment, la première ville de départ où tu arrives, déjà, même le début, ça n'a ni queue ni tête. C'est en gros, t'arrives, en gros, tu vas miner, tu trouves un artefact, il y a des pirates de l'espace qui arrivent, qui poursuivent un autre mec, tu penses à se buter, le mec il te dit, hey, tu sais quoi, je te file mon vaisseau et tu vas prendre ma place. Mais déjà, c'est extrêmement mal amené. En termes de storytelling, c'est zéro. Ah oui, j'avais cru comprendre qu'effectivement, l'introduction. Moi, je suis mineur, ok, j'ai touché artefact, j'ai vu un truc, et tu me. Oui, c'est ça. Amène-moi dans ton vaisseau. Tu es genre, mais me donne pas ton vaisseau. Oui, non, mais j'avais. Oui. Et ça, c'est le début, les quoi. 30 premières minutes. C'est le ouf. début. C'est ouf. Et quand tu arrives après dans la ville, etc., tu dis, ok, super, machin, et tous les PNJ te suivent du regard en permanence. Ah, la vache. Et genre, tu te promènes, et ils parlent entre eux. Tu passes à côté, ils s'arrêtent tous et ils te regardent. Ah, j'adore. Ah non, mais en fait, vraiment, mais moi au début, j'ai eu des fous rires derrière mon écran. Parce que mais j'en pouvais plus. Mais c'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est incroyable. Mais le jeu qui pas. Comment dire c'est toi l'étranger dans un village de 20 personnes qui sont là depuis 50 générations et toi t'es l'étranger, quoi. Mais c'est ça. Ou alors je sais pas. Mais dans l'espace. C'est des extraterrestres qui ont pris forme humaine et qui, tu vois, t'es le seul humain encore de la ville, tu vois. Et tout le monde te regarde en disant qu'est-ce qui va se passer. Il en fait pas partie. Il en fait pas partie. Il est pas comme nous. Non, mais j'adore. C'est un truc de fou. Ils te suivent tous du regard. Et puis après, je sais plus, je suis allé sur Mars, je sais pas trop quoi. Et pareil, il y a un PNJ qui commence à me parler. Et genre, il cligne pas des yeux. Quoi. Et en fait, tout transpire la malaisance et l'Uncanny Valley, quoi. C'est un truc impressionnant. C'est du Bethesda tout craché, c'est-à-dire qu'ils sont capables de... T'as l'impression que c'est des mecs, tu sais, dans l'ordre des priorités, c'est non, on va crafter enfin, il faut absolument que le système de la météo soit... Je dis des conneries, hein, parce que je parle pas de ce jeu-là, mais c'est genre, il faut... C'est à la Rockstar, quoi. S'il fait froid, faut que les testicules des chevaux se rétractent.
Voilà, ils vont parler de ça, et à côté de ça, ah bah non, cligner les yeux des PNJ, ah bah non, on sait pas faire, quoi. Et, et je sais pas, je trouve ça génial. Je trouve ça fabuleux. Non mais... Moi j'adore. Le truc c'est... C'est décalé, quoi. Non mais, c'est vraiment, tout ce qu'il ne faut pas faire en termes de narration. Tu vois, même entre guillemets, ton alter ego... qui est donc Sarah, qui est le personnage un peu qui est mis en avant dès le début, etc., et à qui tu vas partir faire les aventures. J'arrive pas à savoir si le personnage il est bien designé, si elle est belle à regarder. Et non, en fait, tout le temps il y a un truc qui va te gratter l'arrière du cerveau en te disant non, il y a un truc qui va pas, en fait, dans son design, dans ses expressions, etc. C'est... Ouais. Alors ça je comprends, mais moi j'ai eu ça il y a pas longtemps. Tiens, tu vois, j'en ai parlé tout à l'heure. J'ai fait une c'est sur Callisto Protocol, mais le Uncanny Valley, mais sur certains dialogues. Ouais. Qui ouais, sont c'est des dialogues, mais pourtant Callisto Protocol, les personnages... Ah non, mais ça n'a rien à voir. Non. C'est le jour et la nuit. Non, je te crois, et surtout, par contre, alors, si j'ai juste un conseil à vous donner, Callisto Protocol, si vous décidez de le faire, pour X raisons, ça vous regarde, activez la VO, en fait, jouez pas en VF. Oh non, parce que la synchro labiale, elle est éclatée au sol. Oui, mais t'es mignon, mais moi je l'ai pas réglé avant le téléchargement. Et du coup, je vais subir ça parce que je retéléchargerai pas 10 gigas de VO. Chacun ses problèmes, Bruno. Ouais, mais oui, je comprends. Mais de manière générale, renseignez-vous sur les langues, la qualité du doublage. Non, renseignez-vous sur est-ce que le jeu utilise les paramètres de Steam ou pas, en fait. Parce que là, en l'occurrence, le jeu me dit que il prend la langue par défaut de mon Steam. Oui, bah oui, il prend le français. Non, mon Steam est paramétré pour que mes jeux soient téléchargés d'abord en VO, donc je ne sais pas quel paramètre il prend. Ah, dommage alors. Voilà, et du coup, bah, il me fait chier parce que là, il m'oblige à retélécharger tous les fichiers audio du jeu. Ah. Voilà. Mais tu verras qu'en VO, c'est quand même autre chose. Non, mais bien sûr, non, mais parce qu'il y a des... Moi, j'ai même pas vu la VF, hein, donc Bah, la VF, de toute façon, elle a ce mal du siècle. C'est pas tellement les acteurs en soi qui sont pas plus mauvais que dans d'autres jeux, tu vois. C'est la synchro labiale est complètement aux fraises. Mais complètement. Et ça, c'est un truc qui te sort... Mais genre, quand le mec parle, tu vois ses lèvres bouger et t'as 2 secondes de blanc, quoi. Et ben c'est parfait, parce que dans Starfield, il y a aussi les problèmes de synchro labiale. Bien sûr, c'est pour aussi. ça, j'en étais sûr. On était sûr. Et oui, tu sens, c'est pas toujours visible, mais des fois, tu le vois. Tu vois ça. En fait, il y a plein de choses qui font que dans l'expérience que tu as avec les PNJ, et ben, je trouve que moi, en tout cas, personnellement, en termes d'immersion, j'ai du mal à rentrer dedans, même si le jeu me plaît plutôt. En termes, c'est plutôt ma cam, hein, c'est de la SF. Ouais, mais il n'empêche qu'en termes de narration, ça va pas du tout. Vraiment, à chaque fois, dès qu'il y a des dialogues, je suis là, mais je fais, mais pourquoi on est revenu 15 ans derrière, quoi. Et encore, il y a 15 ans, c'était Mass Effect. Hein. Et oui. oui. Tout à fait. Donc ce qui fait que le jeu, en fait, oh, le coup de grâce. J'ai même pas envie de détailler plus que ça, parce que Starfield, j'ai envie de dire, voulait faire un bon RPG, jouer à Baldur's Gate 3. Mais oui. Parce que c'est pas mauvais, hein. C'est plutôt bien, Starfield. Hein. Les musiques sont bien, l'histoire est bien. Par contre, les quêtes sont moi, je vais te dire, en fait, dans la façon dont c'est fait. Moi, le problème principal, et on en revient toujours au même, c'est Skyrim, en fait. Ce qui a fait que tout le monde attend de... Non, mais ce que tout le monde attend de ce jeu-là, ce qui est comme le Messi, etc., c'est la faute à Skyrim. Skyrim qui restait que... Je sais pas, parce qu'en fait, il y avait eu Oblivion sur console, mais en fait, Skyrim a été le premier jeu de Bethesda réellement console à sortir comme ça, et à exploser. Ce qui fait que c'est ce public-là qui a découvert Bethesda. Nous, on les connaît depuis Daggerfall, tu vois, et depuis Arena. Enfin, malheureusement, on les connaît depuis longtemps. Voilà, on sait ce que ça vaut, quoi. Enfin, moi, je veux dire, Terminator Future Shock, toute personne qui a joué à voilà, c'était le premier FPS vue souris et modèle 3D intégral. Est-ce que c'était un bon jeu? Bah non. Tu vois, techniquement, c'était une groundbreaking. Bah, c'était de la merde. Oui. Et Bethesda, c'est un peu le petit cousin attardé qu'on aime bien. Mais c'est ça, c'est que avant, il est plein de bonne volonté, il te fait des trucs pas mal, mais en vrai, c'est jamais super, quoi. Exactement, c'était le petit cousin qui venait tirer de la manche de John Carmack avant. Puis après, ils sont venus tirer la main des grands de BioWare, etc. Ils ont trouvé leur voie, ils ont fait et puis ils ont explosé avec Skyrim. Très bien, super. Skyrim est un grand jeu, je pense. C'est pas pour moi, mais c'est un grand jeu. Mais
mais voilà, fallait se réinventer, et on en revient toujours au même, c'est-à-dire que la prise de risque sur des jeux comme ça, elle n'existe pas en fait. Ils peuvent pas. Mais même pas, tu vois, la question de la prise de risque, c'est juste que je vois pas comment ils ont pu jouer à leur jeu et se dire, ouais, la narration, la mise en scène, les quêtes, parce c'est qu'ils bien, ont joué qu'à leur jeu en fait. ça va passer crème. Je comprends même pas comment ils ont pu se dire ça. Mais parce que ça m'échappe. parce qu'on parle d'une industrie où les mecs qui font les jeux n'ont pas le temps de jouer. Oui, mais enfin bon, dans le cas présent, c'est un jeu quand même qui est en développement depuis longtemps. On peut pas dire qu'ils n'ont pas prit leur temps. Je sais, mais on leur a pas laissé et qu'on leur a pas laissé le temps. Ouais, je trouve ça fou que les mecs ils sont tellement fermés finalement dans leur modèle qu'ils ont été incapables de voir ce ce qu'ils faisaient. Après, il y a un seul truc qu'on connaît pas, c'est leur moteur. Il est antédiluvien. Et tu sais, il y a peut-être des limitations techniques qui font que. Mais même pas que. C'est même pas des limitations. Ouais, voilà, des limitations techniques, mais même des limitations pour les designers. C'est-à-dire qu'ils sont. Tu sais, c'est quel studio japonais qui a admis, je crois que c'était Platinum, que leur moteur, en gros, ou même, je sais pas si c'était pas From Software, que leur moteur, les mecs, ils programmaient les niveaux sur Excel, en fait. Tu vois? J'ai pas entendu ça. T'avais pas entendu, je crois que c'était. Je crois que c'est Platinum. Je crois que c'est Platinum, où en gros, les mecs t'expliquaient que les mecs n'ont pas d'éditeur de niveau, en fait. Il y a plein de trucs, ils ont pas, donc en gros, ils remplissent des tableaux entiers Excel, de fiches tu sais, avec des stats, de points, etc., de coordonnées, trucs, qu'ils importent, et puis, c'est comme ça qu'ils font leur jeu, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont pas d'éditeur, ils ont pas d'outils. Ils sont sur des trucs, des technos d'il y a 20 ans ou 30 ans. Et ouais, mais ça, c'est le problème des studios qui ont développé leur propre moteur de fois, tu sais, Square Enix, avec leur Lightning Engine qu'ils avaient développé, à l'époque de FF13, il y avait ses avantages, et puis derrière ils ont dit maintenant on va passer sur le Unreal Engine. Ils ont fait le Luminous Engine aussi après derrière, mais des fois t'es enfermé dans une techno qui fait que c'est compliqué d'en sortir en fait. Et c'est compliqué du coup d'innover quand quand tu dois coder ta règle de gameplay sur Excel. Je peux comprendre que tu sois frileux, quoi, tu vois. Oui, mais surtout c'est que il faut reformer tes équipes à un nouvel outil, et ça coûte de l'argent. Et ça prend du temps. En parlant de ça justement, j'aimerais juste enfin je sais pas, t'as fini sur Starfield? Non, j'ai pas grand chose à dire de plus que ça. Enfin, je veux dire vraiment, prenez le Game Pass pour y jouer si vraiment vous voulez le faire. Ouais, mais je pense qu'il y a vraiment mieux à jouer. Vraiment, si vous aimez la SF, vous aimez faire plus dans l'espace, etc. C'est cool, allez-y. Mais si vous cherchez juste un bon RPG, allez jouer à Baldur's Gate 3. Je me demande même si Final Fantasy XVI, on n'en avait pas parlé, c'est peut-être mieux. Ouais. Et pourtant, il est pas fou. C'est autre chose. Moi du coup, tu vois, vu qu'on parlait des outils de développement, etc., j'aimerais quand même revenir sur quelque chose qui s'est passé, donc qu'on n'a pas abordé. d'Unity, toi, bien sûr. Qu'on n'a pas abordé parce qu'on n'a pas le temps de jouer depuis. Mais c'est tout le bordel pour ceux qui n'ont pas suivi, qui entourent Unity. Surtout que maintenant que c'est plus l'actualité chaude, on a les conséquences réelles en fait qui apparaissent, et c'est assez sidérant. Pour la faire courte, Unity a annoncé de façon unilatérale et assez dégueulasse un changement dans sa politique tarifaire pour les studios qui l'utilisent. Précise que Unity est un moteur. Alors voilà, Unity c'est un moteur 3D enfin c'est pas un moteur 3D, c'est un moteur de conception de jeu. C'est une différence fondamentale. Unity, parce que pourquoi Unity a eu son succès initial considérable par rapport aux autres moteurs, c'est que Unity n'est pas... Normalement, les moteurs de jeu, traditionnellement, c'était un jeu qui mettait à disposition le moteur qui avait été développé, et les outils qui avaient été utilisés pour ce jeu-là étaient mis à disposition. On peut penser à l'Unreal Engine. À la base, c'était ça. Les mecs avaient développé Unreal, ils donnaient l'éditeur de niveau... La majorité des moteurs. Hein. Mais bien sûr, que ce soit Quake avec les ID Tech, le Unreal Engine, DICE avec son moteur, enfin il y avait le Frostbite. Ouais, le Frostbite. Il y avait quelques moteurs un peu plus génériques. Je pense, tu sais, celui de l'ère PlayStation 2 là, qui était partout. Il y avait 4, mais voilà, mais bon. Mais ça restait des moteurs qui avaient été à la base développés pour un jeu. Et Unity était pas fait sur cette optique-là. Unity était un utilitaire te permettant de développer des jeux. Il y avait un moteur 3D associé avec, mais il était là pour te donner complètement généraliste pour faire n'importe quel type de jeu. C'est pour ça qu'il a explosé. Parce que les outils qu'il y avait jusqu'à présent pour la scène indépendante, c'était Game Maker, qui était extrêmement limité
dans ce qu'il pouvait faire. Enfin, moi, j'ai fait du game maker, c'était insupportable. Enfin, honnêtement, le langage de script était à se flinguer. Si t'as fait du développement, tu peux pas supporter de faire ça. C'est abscon comme langage. Enfin, du moins à l'époque. Voilà. Et Unity est arrivé là-dessus, et c'est pour ça qu'ils ont raflé la mise. Mais quand on dit qu'ils ont raflé la mise, c'est qu'il faut bien te rendre compte qu'on estime que les estimations basses d'Unity aujourd'hui, c'est 50% des jeux qui sortent sont sur Unity. Les estimations hautes, c'est 70 si on inclut le mobile. Donc c'est colossal. Aujourd'hui, c'est absolument colossal. Et donc quand un moteur comme ça annonce qu'il change la politique tarifaire, donc la façon qu'ont les studios de payer le moteur, et qu'il la change de façon rétroactive sur des licences, d'une façon complètement incroyable. Voilà, les conséquences ont été immédiates et comme on n'a jamais vu, c'est-à-dire qu'il y a eu une fronde immédiate de tous les développeurs en disant mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, du coup quelles sont nos solutions, et leur solution c'était tous la même, c'est comment on se débarrasse d'Unity. Alors depuis, Unity a rétro-pédalé, a viré son PDG, qu'on va pas citer, n'est-ce pas, mais qui est passé par une Electronic Arts, un champion toute catégorie de... Bref. En attendant, les dégâts sont là, et aujourd'hui, force est de constater que la plupart des studios indés disent qu'ils ne referont pas de jeu sur Unity. Et donc c'est quand même assez sidérant, on est peut-être en train de voir un virage assez important dans l'industrie, avec effectivement plein d'indés qui se redirigent vers d'autres solutions. Et c'est alors qu'on pensait pas que c'était possible, en fait. Parce que... Mais le truc qui est assez fou, c'est de se dire, enfin fou, terrible, c'est que potentiellement, ils ont signé leur arrêt de mort sur ça. Ah, complètement. C'est pour ça que je dis que c'est incroyable comme histoire. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est un journaliste de Canard PC qui fait du développement, qui expliquait que lui, parce qu'il a fait beaucoup de développement de jeux amateurs de son côté, beaucoup sur Unity. Donc il a participé à une game jam où il était référent technique Unity, c'est-à-dire que dans la game jam, si t'as un problème, tu peux aller voir un mec. Tu vas le voir. Voilà. Et il a raconté que il était le mec Unity. Et en fait, on lui a foutu la paix. Il a eu personne. Oui. Dans la game jam. Et que ceux qui étaient sur Unreal, ceux qui étaient sur Godot, c'est-à-dire les concurrents, etc., ils bossaient comme d'habitude. Mais ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que les game jams, c'est quoi ? C'est principalement les étudiants en jeux vidéo. Donc c'est la génération qui arrive, en fait. C'est les indés de demain. Donc si les mecs commencent à se dire que en game jam, on va pas utiliser Unity, on va utiliser d'autres moteurs pour se former dessus, ouais, c'est la fin du moteur, quoi. C'est clair. Ça va prendre quelques années, mais c'est fini. Ah bah ça c'est clair. Pour moi, il est mort. Ils ont signé leur arrêt de mort et ça, Unity va peut-être vivoter dans un coin, mais ce sera plus ce que c'était. C'est pas possible. Ils vont vivoter, ils vont pas crever du jour au lendemain parce que voilà. Mais sauf que... Non, parce qu'il y a déjà des projets qui sont encore en cours ou des choses qui vont continuer à repartir derrière, mais... Et puis surtout, alors après, le seul truc, c'est que là où ils peuvent effectivement... C'est que c'est un moteur qui a énormément investi ces dernières années, entre autres en rachetant des trucs complètement délirants, genre au état digital. Et on sait pas trop comment... Si financièrement, parce qu'ils ont jamais gagné d'argent, hein, il faut pas l'oublier. Oui, non, donc on est en train de dire, pas voilà, donc si derrière leur royalty s'effondre parce qu'il y a plus de jeux qui utilisent leur moteur, ouais, si, tu vois, ça commence à piquer en fait. Ça va être un peu compliqué, ouais, donc à voir, mais alors pour info, hein, pour les gens qui s'interrogeraient, parce que moi c'est mon cas, je l'ai jamais dit ici, mais j'ai un projet que je tiens depuis quelques années et qui va me prendre encore quelques années, que je m'amuse à faire, qui est plus un passe-temps qu'autre chose, sur Unity. Et même moi, dans l'éventualité où un jour je le finis et je décide de le mettre en vente, le rétro-pédalage d'Unity fait que je ne suis pas concerné par la nouvelle politique tarifaire. De toute façon, je ne l'étais pas, parce que je comptais pas vendre plus d'1 million de mon jeu. Mais voilà, ils ont quand même... ils ont vraiment rétro-pédalé très très fort. Mais ça suffit pas. Mais c'est pas grave. Faut vous dire qu'ils sont pris une volée de bois vert. Et puis le rétropédalage, il a été beaucoup trop tardif et très maladroit dans sa formulation au début. Oh oui, non mais c'est un cas d'école. C'était à la politique politicienne à base de, en gros, non mais en fait vous avez pas bien compris.
je pense les 3 premières semaines suite à l'annonce, c'est un cas d'école de ce qu'il faut pas faire en communication, quoi. C'était incroyable. Alors qu'ils avaient, mais il y a quand même des gars, j'ai vu des influenceurs, des mecs qui sont là, qui sont des espèces de, tu sais, de prosélytes pour Unity, qui faisaient leur promo, etc., qui écrivaient des articles entiers pour t'expliquer comment switcher sur Unreal, quoi. Je les ai lus, ces articles, en te disant, voilà les pour, voilà les contre. Moi j'avais lu un truc complètement surréaliste où le mec te montrait quels étaient les prompts ChatGPT que tu pouvais faire pour coder, pour transférer tes scripts Unity en Unreal, tu vois. Chose que je pense même pas que ce soit possible et que ça fonctionne, mais c'était juste, on en était là dans le délire, quoi. C'est-à-dire qu'il suffisait que tu fasses sur ces réseaux-là, que ce soit Twitter, parce que je refuse de dire X, Twitter, que ce soit YouTube, etc., dans le milieu du dev indé, c'était ça. Tout le monde parlait de comment switcher ton projet vers Godot. Tu dois switcher sur Godot, Unreal ou GameMaker. Tu vois, c'était que ça, 24 heures sur 24. C'était ouf. J'ai jamais vu ça. Quand tu entre guillemets détruis entre guillemets le business plan de tous les studios indépendants ou des développeurs des développeurs c'est ça. freelance, etc. Au bout d'un moment, faut pas s'étonner que les mecs ils disent attendez, vous êtes gentils, nous on n'est même pas sûr d'être rentable, et ils nous disent direct en gros on va devoir vous payer plus que ce qui était prévu. Non mais en plus c'était tellement flou. Alors au-delà de la compréhension. Non mais bon, après c'était inapplicable, c'était complètement flou, c'était à base de faites-nous confiance. Mais comment vous saurez combien on a fait d'installation? Et c'était t'inquiète frère. Oui, c'est ça. Ouais. On a notre algorithme propriétaire incroyablement puissant, et les mecs leur disaient mais ça veut dire que vous installez un spyware en fait. Non. Mais comment vous faites alors? Magie. Incroyable, c'était incroyable. La magie. Incroyable. On va pas refaire le détail, mais c'était vraiment incroyable. Voilà. Ouais. Ça a vraiment été une année rock'n'roll quand même. Hein. Écoute, il manque plus que la Kojima au Game Awards et on aura la totale. Ouais, et après on va juste terminer sur une note un peu plus pessimiste, en tout cas dans mon cas. C'est quand même 2023, c'est quand même l'année des licenciements massifs dans le jeu vidéo, n'est-ce pas? Là sur la fin de l'année, oui effectivement, là ça, oui. Et on y va. Faut prendre vos affaires, monsieur, il faut partir. Rien que Embrasseur, voilà. Mais ils ont tellement acheté, c'était évident qu'au bout d'un moment. Non, mais Embrasseur c'est n'importe quoi. Embrasseur c'est. Bon, bref, mais c'est pas les seuls. Ça fait partie de leur stratégie. Ils ont juste acquis des parts de marché et après ils nettoient. Non, je peux pas. C'est stratégie quand tu rachètes un studio pour plusieurs millions pour au final le liquider 3 mois plus tard. Oui, mais quand t'as vu la taille du monstre, quand tu possèdes tellement de studios, etc., est-ce que tu peux te dire ce studio, je vais essayer de le sauver, alors que plutôt tu vas dire non, je vais le liquider, je vais limiter la casse sur ce studio. Oui, mais quand le studio... Ok, très bien. Moi, je peux comprendre qu'un éditeur rachète un studio comme ça, s'il y a une IP derrière, tu vois, s'il y a un truc intéressant. Quand on parle d'un studio indé, qu'il rachète plusieurs dizaines de millions, qui a pas d'IP, qui a rien, et qui au final il vire tout le monde 3 mois plus tard, ça n'a aucun sens. Ouais, je sais pas, ils ont peut-être récupéré une techno, un brevet qui les intéressait. Non, après n'importe quoi. Je pense sérieusement, hein, dans l'analyse, c'est ça, c'est qu'en fait les mecs voulaient grossir pour se revendre très cher. Oui, ou pour se protéger aussi de la concurrence aussi. Ouais, et puis ça a foiré, et là ils ont un gros problème de trésorerie, ils liquident à tout va, quoi. C'est fort probable. Dédirant. Mais le problème, c'est que c'est pas les seuls, hein. C'est que c'est toute l'industrie. Mais ouais, je me pose des questions. Je me faisais la réflexion sur le pourquoi du comment. On a autant d'éditeurs et de studios qui licencient à tour de bras. Alors, il y a un effet boule de neige avec la tech, parce que la tech, d'une manière générale, aux États-Unis, principalement, licencie à tour de bras. Ils avaient énormément embauché avec le Covid. Non, ils avaient énormément embauché avec le Covid. Et il y a même des théories chez certains salariés disant en gros ils reprennent le pouvoir parce que les conditions salariales ils avaient tellement embauché que avantageux, que voilà, c'était une façon un peu pour eux de recentrer le marché. Bon,
Il y a aussi de façon plus pragmatique, bah oui, le Covid a fait que booster beaucoup de choses en économie et que bah, ça pouvait pas tenir ce rythme-là. Hein. Donc voilà. Et que ces couillons-là ont cru que leur chiffre 2020 allait rester comme ça, constant. Et... je pense que la principale cause, effectivement, c'est que beaucoup de gens qui se sont mis aux jeux vidéo ont arrêté de jouer. Bien sûr. Non mais bien sûr. Et c'est le cas, par exemple, aussi sur le streaming. Hein, en tout cas, je parle pour Twitch, où il y a eu une explosion avec le Covid. Et on est revenu à une progression plus traditionnelle. Parce que les gens, maintenant, ils peuvent sortir. Donc, ils peuvent sortir, ils passent plus leur temps à jouer aux jeux vidéo ou regarder du stream. Exactement. Ils sont moins chez eux. Et les chiffres d'affaires qui ont explosé parce que tout le monde achetait des jeux vidéo en pagaille, ça, c'est fini un peu. Oui, bah oui. Voilà. Si Animal Crossing ressortait aujourd'hui, il ferait pas du tout les mêmes chiffres. Je pense pas, non, fait Clément, ce serait assez peu probable. Voilà. Donc... Bon, mais c'est bien, on va finir sur une note super réjouissante, dis-moi. Mais oui. Qu'est-ce que... Bah du coup, t'attends quoi en 2024 ? On va finir sur du positif. Ah, 2024, qu'est-ce que j'attends ? Parce que là, je te colle. Hades 2 ? Ouais. Hades 2 ? Ouais, alors, le syndrome de la suite, hein, moi j'ai très très peur. Peut-être que ce sera nul. Non, ce sera pas nul, mais est-ce que j'y jouerai ? Tu vois, j'ai peur, moi. Écoute, est-ce que le studio continuera à faire un quasi sans faute jusqu'à présent ? On verra, hein. Ils sont plutôt bien débrouillés jusqu'à présent. Non, mais je les adore, mais alors après, tu vois, moi il y a un studio que je comprends plus. Alors que je les ai toujours encensés, c'est Clé. Ils font quoi, Clé, maintenant ? Je ne sais pas, on va dire. Je sais qu'ils continuent à mettre à jour... ils continuent à faire du Don't Starve. Oxygen Not Included, mais à part ça... Il y a encore un peu Don't Starve et de Together, beaucoup, surtout. Oui, c'est jeu à service un petit peu, mais... Ouais, mais j'ai pas l'impression que... Vrai que... J'ai rien vu de plus, quoi. Je sais pas ce qu'ils, effectivement, préparent actuellement, donc... Ils ont sûrement des trucs dans les tuyaux, hein, parce que l'année dernière, c'était Griffland, et c'était quand même en 2021. Mais il est sorti, Griffland ? Parce qu'il était en Early Access très longtemps, lui. Si, il est sorti. Ok. Bah tu vois, celui-là... Il est sorti, je crois, 2021, je crois, c'est ça. Il est sorti sans grand bruit, en fait. Ouais, c'est un peu particulier comme type de jeu. C'est un deck builder bizarre. Ouais, c'est un truc un peu hybride, un truc comme ils savent faire de leur côté. Donc, écoute, je sais pas, moi, il y a Hades 2 qui arrive. Bon, l'extension pour FF14, bien sûr, en espérant que cette fois-ci, les serveurs, a priori... Square Enix a annoncé qu'ils allaient changer leur méthode de serveur, donc normalement ça devrait mieux marcher. D'accord. Mais bon, est-ce que je peux dire que c'est vraiment le truc que j'attends de l'année ? Non, peut-être pas quand même. Je l'attends bien sûr, mais c'est pas le truc où je me dis waouh, Day One. Enfin, si, ce sera Day One, mais. Moi, tu veux que je t'étonne ? Bref, tu m'as compris. Ouais. Moi, j'attends des nouvelles. Je veux même pas que le jeu sorte, je veux des nouvelles. Je veux savoir où en est Gear 6. Ah. Parce que ça, c'est un truc qui m'interroge depuis très longtemps. Gear 5, il a quel âge maintenant ? Il est ultra vieux, ce jeu. Je ne sais pas. C'était très vieux, hein, donc... C'est très vieux, et tu vois, j'y ai repensé il y a pas longtemps, parce que je t'ai proposé de faire les Gear 4 et 5 en coop, n'est-ce pas ? Ouais, tout à fait. Et du coup, j'ai repensé au 4 et au 5, et autant j'ai aucun souvenir du 4... C'est ouf. C'est-à-dire que vraiment... Enfin si, j'ai le souvenir que j'en avais fait une critique en disant qu'on fritait les pires ennemis de la série, c'est-à-dire des robots à un moment. Autant j'ai des... Gear of War 5, c'était 2019. Ouais, putain, ça fait un moment quand même. Et autant Gear 5, j'ai des bons souvenirs visuels du jeu. C'est-à-dire que c'est un jeu qui a quand même réussi à me mettre quelques bonnes claques dans la rétine. J'ai des bons souvenirs du jeu, quoi. Bon, j'ai des souvenirs de bugs aussi, mais... Écoute, on fera le 5 ensemble. Ouais. Mais donc je suis curieux parce que... J'en ai pas fait, donc c'est l'occasion. Ouais, et le 5 prenait une direction que j'aimais bien. Justement, il tentait de changer quelques trucs par rapport aux Gears. Tu vois, c'était timide comme évolution, mais tu sentais que le studio se sentait un peu plus libre avec la licence. Et je me t'ai dit que justement, ça pouvait être intéressant de voir ce qu'ils allaient faire là-dessus, quoi. Et surtout, ils se terminaient sur un cliffhanger. Okay. Alors, c'est quand même terrible que tu dises tout à l'heure, les suites, etc., j'ai du mal, et dire le jeu que j'attends le plus, j'ai des nouvelles, c'est de Gear 6. Ouais, je sais, c'est fou. C'est...
Bah oui, non, mais par Tu te définition. foutrais pas un petit peu de ma gueule, Pas là? du tout, parce que par définition, les nouvelles IP, je peux pas les attendre. Parce que je sais pas qu'elles existent. Oui, si, tu peux avoir les annonces. Bah ouais, mais alors, honnêtement, je sais pas. Soit je vis dans une grotte, soit... Si, il y a un truc que j'attends pas vraiment. Pareil, j'ai pas vraiment des jeux, j'attends plus trop des jeux. À part Elden Ring, c'était vraiment le dernier jeu où j'étais là, genre oui, j'ai envie d'y jouer, je veux savoir ce que c'est. Peut-être le jeu basé sur John Carpenter, le jeu de zombies dont j'oublie tout le Ah nom, oui, oui. tout Merde. à fait. Oui, non, mais je vois. Tu vois le jeu dont je parle, Tout à fait. produit, ouais. Je... Coop, etc. Parce que voilà, tu veux des zombies en masse en coop. Parce que c'est Saber Interactive, Et en plus, donc voilà. les mecs, ils savent faire. On a vu. World War Z. World War Z, c'est un jeu auquel on joue encore, quoi. Je veux dire, on en a parlé, on a fait un pas le temps de jouer dessus. Il est pas parfait, mais c'est un jeu qui envoie, quoi, encore aujourd'hui. Qui reste plaisant, ouais. quoi qu'il arrive C'est ça. à faire et tout. Et donc forcément, c'est un des jeux pour lequel moi Alors comment il s'appelle, Alors je vais être très curieux, mais ça, je vais avoir la réponse. En théorie, j'ai la réponse dans 6 jours. Non, c'est pas Saber Interactive. Saber Interactive, ils sortent Warhammer 40 000 Space Je Marines sais, mais ils 2. sortent aussi celui-là. T'es sûr? Ouais. Ah, Saber Interactive, ils sont partout, de toute façon. C'est devenu un studio énorme. Ils sont peut-être devenus éditeurs aussi maintenant, c'est pour ça aussi. Ouais, mais je suis presque sûr que c'est eux aussi. Bref, mais... Bref, je suis curieux de voir ce truc avec Toxic Commando, c'est ça. Tout à fait. Toxic Commando. Et c'est Saber Interactive, tout à fait. Non, je me souviens, parce que c'était le côté, je m'étais dit, justement, eux, ils savent gérer des hordes de zombies, quoi. Ça peut être cool. Ah oui, tout à fait, c'est ce qu'on s'est dit à l'époque, Ouais. c'est ça. Et non, il y a un jeu, là, c'est tellement... sa sortie... un space opera, enfin, je sais pas, un sitcom à part entière, que je trouve... Il est censé sortir en Early Access dans 6 jours. C'est The Day Before. Est-ce que tu te... Ah oui, tout à fait. Voilà. Oui, non, mais ça c'est... Non. Et lui, je te rappelle que la dernière fois c'était il y a 1 an, il devait sortir en Early Access, et genre 2 jours avant sa sortie, le jeu a disparu de Steam. Oui, en disant, non mais on a un problème de nom, on n'a pas le droit d'utiliser ce nom-là et tout. Enfin, voilà. Donc j'ai tellement envie de voir, je l'achèterai pas, hein, faut pas déconner, hein. Je laisserai d'autres mettre leur sous là-dedans, mais justement, pour voir qu'est-ce qui va se passer, en fait. Quelle excuse ils vont sortir dans les 5 prochains jours pour finalement reporter l'Early Access de plusieurs mois, voire années. Moi, ça m'intéresse, parce que c'est... Ou alors de le sortir tel quel, et tout le monde se rend compte que c'est un truc, que c'est du bullshit total, et... Parce qu'on parle d'une équipe de bénévoles, enfin c'est un truc de fou. Surtout quand tu vois les autres jeux qu'ils ont fait avant, comme non, c'est une catastrophe. étant Prop Night. C'est quand même, on est quand même très très loin de la promesse du jeu qui est annoncé. Non mais c'est ça, c'est que les mecs te proposent un truc The Division versus Toxic Commando comme tu disais, ou je sais pas quoi, tu vois. Ou Daisy. C'est ça, un truc de fou, AAA, moteur Unreal Engine 5, la totale. Et derrière, c'est 2 clampins en tongs avec des développeurs bénévoles. Oui, mais je trouve ça génial. C'est incroyable. Après, dans les jeux que j'attends peut-être en 2024, pareil, enfin pareil, non pas du tout pareil. Le jeu indé, c'est Falling Frontier qui est à l'air d'être du tactical, pas du TRPG pas du tout, mais du jeu tactical spatial, un peu The Expanse, les combats de vaisseaux spatiaux. D'accord. Dans le système solaire, où tu peux upgrade tes vaisseaux avec des railguns, des canons de défense, etc. Okay. J'ai vu les trailers, ça me fait envie, tu vois. Et il y a aussi Homeworld 3, j'y pense, tu vois, qui aussi devrait sortir l'année prochaine. Ouais, c'est compliqué Homeworld, hein. Mais j'ai une relation compliquée avec mais c'est un peu niche et... alors si, il y a un jeu, tiens, voilà, tu vois, un jeu qui devrait sortir en février 2024, qui est Pacific Drive. Est-ce que t'en as entendu parler de ce jeu ? Oui, tout à fait, oui. Et celui-là, typiquement, c'est une proposition qui me fait vachement envie, en fait. Je suis curieux. Je suis très curieux. Mais la proposition peut très bien être exceptionnelle, comme elle peut être complètement foireuse. Ah, mais complètement, mais c'est juste... Oui, mais justement. C'est-à-dire que tu vois, on parle enfin une proposition un tout petit peu... c'est un jeu de survie. Différente, ouais. Mais voilà, il y a un côté... ouais, non, ça me botte. Ça fait partie des trucs que j'ai en wishlist depuis
depuis quelques temps. Eh ben écoute, je pense que je te dirai que nous le saurons dans le prochain épisode de Pas le temps de jouer, puisque normalement on enregistrera d'ici 4 à 5 mois, Oh non, et le jeu sera arrête, sorti. C'est bien quand même. C'est pas... Ce serait... Bon écoute, je pense qu'on a bien fait le tour, hein, Je pense aussi, ouais. Franchement... pour cette fin d'année, parce que je pense qu'on pourrait continuer à parler de pas mal de choses. Si, mais on je a, pense ouais, qu'on va on a s'arrêter là. Space Marine 2 en 2024. Tiens, en parlant de... Tout à fait, ça en En coop, En coop, c'est en parfait, coop, on va... Clairement, enfin, je veux dire... on va le finir. avec le Swarm Engine de ces Cyber Interactive, je pense que ça peut être vraiment sympa. Ouais, on verra bien ce que clairement. ça donne. Clairement. Non, mais je pense que 2024 va être encore une très bonne année du jeu vidéo. Oui. 2023 a été exceptionnel, hein, Oui. c'est réel. Et même de manière, on le dit ça tous les ans, mais le média est venu tellement fou aujourd'hui que C'est délirant. c'est difficile de pas trouver son bonheur. Non, hein. mais c'est pas possible en fait, tu veux dire. Quel que soit le genre que tu veux, tu vas tout. Et puis les soldes arrivent tellement vite que si t'es un tout petit peu patient, enfin quand on a un catalogue de jeux incroyable, juste incroyable. Oui. Et tu vois, il y a presque un an, il y a un an. Non, c'était quand tu m'avais offert Cult of the Lamp. Je parle. À ton anniversaire, je Ouais, crois, c'est ça. ou je ne sais plus quand. Mais... Oui, donc il y a quelques mois. Y a pas de... Mais enfin voilà, c'est des jeux. Il y a un nombre de jeux dont on peut encore parler des heures. On va arrêter. Hein. Ça a été une année. On parlera, écoute, ça donnera l'occasion d'enregistrer le mois prochain. Exactement. Complètement torché. On fera ça le 2 janvier, un truc comme ça. Ça me plaît bien. Parfait, le 2 janvier. Ouais, parfait. On fera le bon jour à faire ça. Bon, bah écoute, Bruno, je te remercie. Bah, moi aussi. Ça fait du bien. Et je remercie tous les auditeurs. Ça fait du bien de se retrouver, ce que les gens, parler de jeux voilà, vidéo. ce que les gens se rendent pas compte, c'est qu'en fait, c'est à la base le podcast, on avait fait ça pour parler jeux vidéo tous les deux, parce qu'on n'arrivait pas à le faire. On n'avait plus le temps. Trouver le temps de le Ouais. faire. Ouais, Et tout donc à on fait. s'était dit, on le fait, comme ça on partagera avec les gens. Ouais, et écoute, c'est toujours du plaisir de se retrouver, de parler de tout et rien dans le jeu vidéo, puis c'est tellement un sujet passionnant en vrai. Ouais, tellement. Donc il y a toujours des choses à dire, donc bah écoute Bruno, je te dis À bientôt. j'espère le mois prochain, Mhm. et à bientôt. Et puis moi je vais voir si Je Eric voulais- est partant pour un Sea of Thieves. Moi je t'avoue que je pense que je vais aller dormir, parce qu'il est tard déjà, et je pense pas que j'aurai le courage d'aller faire un petit selfie. Bah écoute, je te dis à bientôt Allez. pour la 3ème fois, et à tout le monde, bah, retrouvez-nous bientôt le mois prochain, peut-être en janvier. Allez. On se dit Allez, à ça. plus Bruno. Salut. Une production T&B.